suis trop contente. C'est la première fois qu'on live en duo toutes les deux. Oui, c'est vrai. C'est la Ah, je première suis fois. trop contente. Je vous présente Myriam. On se connaît Salut! depuis... On se connaît depuis 4 ans sur TikTok. Oui, c'est Que sur ça. TikTok, voilà. Au début, tu faisais que de... plein de conseils comment dire, de soutien à la parentalité avec Ouais. l'éducation des enfants. Parce que, en fait, tu as un parcours un peu atypique, du coup. Si on peut dire. Ouais. En gros, donc je suis psychologue. On va Voilà, parler de ce que ça veut dire être psychologue. Du bien coup, sûr. exactement, je suis psychologue clinicienne. Donc, ma spécialité, c'est les enfants, les ados. Ah ouais, D'accord. Voilà. d'accord. Et Et ça, je dans savais mon pas, tu vois. cursus, je me suis orientée et spécialisée dans l'accompagnement des personnes autistes, Des fois, je à disparais, c'est pour travers boire des le... stages, en fait, notamment, tu vois. Ouais, des fois, je disparais, c'est pour boire le café, je préviens. Parce que boire Tout va devant vous, bien. c'est pas... Déjà, vous avez une vue un peu... Alors, on est toutes les deux, je crois qu'on va... ça va être rock'n'roll, On a un petit TDAH, ça va être sympa. Moi, j'aime beaucoup... Alors, on va reprendre le parcours, quand même. Là, on est parti sur les chapeaux de route, tel 2 TDAH ensemble. Bah, normal. En plein voilà, dopamine shot, là, à Ok. fond. Donc comment j'ai rencontré Myriam sur TikTok lors d'un live et elle donnait plein de conseils pour éduquer les parents et comme moi j'étais en plein encore en train de recevoir de la guidance parentale avec la BA, je trouvais qu'il y avait des points de convergence donc je me suis intéressée, on a discuté, on a échangé, on a matché et ça c'était bien sur le voilà et après j'ai un petit peu suivi ton parcours. Ce que j'aimais bien c'est que tu donnais vraiment c'était une professionnelle, c'était la première professionnelle que j'ai rencontrée. Je crois que vous étiez pas nombreux Ouais, sur on était TikTok à l'époque. vraiment pas nombreux. Bah ouais, et tu donnais des tips réels et concrets aux parents et en plus bah comme t'es professionnelle t'avais une certaine légitimité professionnelle et maman. Oui, parce que du coup, effectivement, je suis aussi maman de 3 enfants, dont un diagnostiqué multidys, donc il a ce qu'on appelle un TDL, un trouble du langage oral, avec des troubles spécifiques des apprentissages qui sont dyslexie et dysorthographie. Et son TDL, ben en fait, pour l'instant, on n'a pas de diag, mais moi, je pense qu'il y a un trouble de la communication sociale, c'est-à-dire qu'en termes de compétences pragmatiques dans la communication, c'est un peu la galère, quoi. Ah ouais. Ouais, d'accord. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux faire des détections et des évaluations à domicile. Ça, c'est cool. Bah, c'est-à-dire que voilà, tu vois, des fois j'ai des pros qui me disent oui, mais moi je trouve que ce que tu dis par rapport aux neuroatypies, c'est surtout par rapport à l'autisme et au TDAH. Et en fait, ben moi, tu Ah vois, le ouais. mien, il est ni TSA ni un TDAH, mon grand. Mais Ouais. par contre, il a des troubles des fonctions exécutives à certains moments donnés. Les supports visuels, ben du fait de ses difficultés de communication, ça nous a grave aidé. Enfin, Ah bah oui. et donc voilà. Enfin, tu vois, il a un trouble du langage oral, donc petit, pour le comprendre, fallait un décodeur, quoi. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, du coup, on va commencer par le commencement. Je vous préviens, cette fois-ci, j'ai pas du tout demandé, parce que j'avais compris que c'était un exercice assez compliqué. Aujourd'hui, j'ai pas du tout demandé à Myriam, en préparation de cette interview, de penser à 5 questions qu'elle aimerait qu'on lui pose. Parce que c'est déjà manque de temps, hein. C'est une personne qui travaille. Moi, j'ai couru aussi après la vie cette semaine. Et surtout, bah, j'ai compris que c'est un peu compliqué. Donc, en une semaine de temps, moins d'une semaine de temps pour préparer tout ça, je me suis dit, je vais la laisser tranquille pour pas lui faire peur, pour être sûre qu'elle soit là samedi. En fait, et puis alors vraiment pour le coup, ça me dérange pas d'improviser, donc je m'en Ah bah, fous en très fait. bien. Alors, du coup, on va commencer par la première question. Quelle serait la première question que tu aimerais qu'on te pose? Euh, Souvent, on va être sur la différence entre psychologue, psychiatre, neuropsychologue, voilà. Ouais. Et donc c'est un peu le fouillis. Et puis un peu quel pro quoi. C'est-à-dire est-ce que je suis obligée d'aller voir un psy, mais lequel? Enfin voilà, il y a ça qui revient quand même souvent en tant Ouais. que parent. Ouais. Et puis vous savez pas toujours. Puis ça dépend les parents, les pros sur qui vous tombez. C'est ça, exactement. Alors, du coup, est-ce que il va y avoir plein de du coup ce matin, ne m'en veuillez pas, le tic de langage est très fort aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous éclairer on va commencer par le commencement, quelle est la différence entre psychiatre et psychologue? Et puis après, on enchaînera avec psychologue et psychologue spécialisé TSA TDAH, s'il te plaît. En gros, la plus grosse différence entre le psychologue et le psychiatre, c'est que le psychiatre est médecin, donc ça veut dire qu'il a fait médecine, il a fait un internat de médecine et il s'est spécialisé en psychiatrie.
D'accord. Et donc le pédopsychiatre, c'est celui qui s'est spécialisé dans la psychiatrie de l'enfant et l'adolescent. D'accord. Et du Ok. coup, la psychiatrie, c'est la différence en fait, c'est de la médecine. C'est qu'en gros, ils vont avoir une lecture de l'accompagnement où ils ont tout plein d'infos sur, ben, si je prends par exemple dans le TDAH, tout ce qui va être neurochimie au niveau du cerveau. Et donc, comme ils sont médecins, ils Voilà. ont la compétence pour donner un médicament qui peut, ben, par exemple, soutenir la chimie du cerveau. Mhm. Par exemple, ben, c'est le cas aussi dans les troubles anxieux qui sont souvent associés quand même au TSA, TDAH, Eh oui. etc. Et du coup, bah parfois, il n'y a pas un médicament, par exemple, pour l'autisme, mais c'est une évidence que parfois le trouble anxieux, il est tellement fort que ben des fois d'aller voir un psychiatre ou un pédopsie qui donne un anxiolytique à l'enfant, et ben ça permet qu'il y ait une mise en place d'accompagnement qui puisse être possible, par exemple. Ouais, en fonction des profils. Puisque je sens qu'il y a Exactement. il y a des parents là dans les commentaires, ils vont avoir les cheveux comme ça sur la tête. Tu leur parles de J'entends, hein, médoc, mais ça fait rah direct. après, vraiment, je comprends tout à fait et je suis pas Madame Médicament et je prône pas ça parce que pour Non. moi, c'est en fait, faut imaginer l'accompagnement de vos enfants comme étant un gros sac, une grosse boîte à outils à l'intérieur de laquelle, pour votre enfant et votre fonctionnement familial, vous allez avoir besoin de différents outils. Et le médicament peut être un outil, mais ça n'est pas une finalité en fait. Ouais. Et moi, ce qui m'a fait aussi changer, c'est parce que du coup, j'ai travaillé avec des personnes autistes dans un spectre très large et notamment j'ai travaillé en médico-social avec des adultes autistes qui n'avaient pas eu la chance d'être accompagnés depuis leur plus jeune âge, à qui on avait diagnostiqué une psychose infantile, une dysharmonie évolutive et Ouais. du coup en fait, ben ces personnes-là, il y avait tellement d'anxiété. Je me souviens d'une jeune femme où, à un moment donné, ben même si les parents étaient pas pour, on était là. En fait, juste, est-ce qu'on pourrait au moins tester parce qu'elle est tellement anxieuse qu'on n'arrive même pas à lui mettre un classeur de communication et que Ouais. tous les comportements débordants, c'est parce qu'elle n'arrive pas à se faire comprendre et qu'on a besoin qu'elle apprenne à faire sa communication. Une fois qu'elle saura l'utiliser, on pourra enlever le médicament. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Enfin, voilà. Alors, je me permets de faire une pause. Vous avez entendu ce que Mariam a dit? Elle a pas dit trouble du comportement. Elle a dit comportement Ah ouais, je dis débordant. ça, ouais. On aime. C'est une petite mélodie douce aux oreilles, ça, on aime. Alors du coup, alors ça c'est les médecins psychiatres, toi t'es accompagné aussi. Et alors, concrètement pour les parents, parce que moi je me suis entendu plein de fois dire, quand je dis mais t'as une psychologue spécialisée, TSA, bah il a un médecin psychiatre. Donc ça on a vu pour le médecin psychiatre. Maintenant le psychologue, pas spécialisé, mais juste le psychologue. Donc le psychologue, c'est un diplôme d'État. Ça veut dire que c'est un diplôme protégé. Pour être psychologue, il faut forcément faire 5 ans d'études en psychologie. C'est le minimum, mais généralement on en fait plus parce qu'on peut pas, on doit faire des stages, etc. Et Ouais, donc on a une formation autour de la psychopathologie. La psychopathologie, ça veut dire tout ce qui va être de l'ordre, ben par exemple de la santé mentale, et on va retrouver également tout ce qui est de l'ordre du développement de l'enfant et de l'adolescent, tout ce qui va être aussi du coup de la constitution de son tempérament, etc. Sauf que la psychologie étant très vaste, eh ouais, ben on va avoir des spécialités différentes suivant notre formation, suivant là où on a étudié, parce que clairement suivant la fac, on n'a pas du tout les mêmes, c'est pas uniformisé, tu vois. ouais, En ouais, France, si tu prends la fac de Lyon, c'est pas la même que la fac de Chambéry, par exemple, tu vois, alors que c'est la même région, quoi. ouais, Mais ouais, ouais. elles ont pas du tout le même corpus théorique. D'accord. Et donc, tu peux avoir des psychologues qui vont avoir une spécialité plus dans le développement, Mhm. d'autres qui vont avoir une spécialité plus dans la psychologie sociale, et du coup qu'on va plus voir sur des postes de psychologue de travail, par exemple. On peut avoir des chercheurs en psychologie qui vont chercher à comprendre le fonctionnement du cerveau. Et puis, eh ben, on peut avoir du coup des psychologues qui vont plus être ce qu'on dit dans la clinique, c'est-à-dire dans l'approche un peu thérapeutique avec les personnes. Et là aussi, il y a plein de courants différents. Donc, Ouais. suivant là où tu as fait ton diplôme, ben t'auras pas forcément la même lecture théorique des choses, quoi. Et du coup, alors, après, on comprend maintenant que spécialisé TSA, TDAH, ça veut dire que c'est une personne qui s'est un peu plus intéressée au comportement, à la mécanique du TSA et à la mécanique du TDAH. Mais plus simplement, tu vois, on est parents, on est parfois, on n'a pas. Moi, je suis graphiste à la base. Je suis pas intervieweuse, je suis graphiste. Donc, j'arrive dans l'univers, tu vois, psychoéducatif. Que- Comment je peux savoir réellement la différence simplement, basiquement? Comment je peux me repérer simplement? Me dire, ah là, je suis face à quelque chose, il faut que j'aille voir un médecin psychiatre. Là, il faut que j'aille voir plutôt le psychologue. Qu'est-ce qui fait que je vais aller voir l'un plutôt que l'autre? En gros, les psychologues, on n'a pas du tout on prescrit pas de médicaments.
Et en fait, notre rôle, pour moi, en fait, je dis pour moi, mais parce que forcément, je vais parler de ma manière Oui, de oui, pratiquer. Je bien suis sûr. désolée, je peux pas parler pour mes confrères et mes consoeurs. Mais pour moi, un psychologue qui est spécialisé dans l'autisme, c'est un guide de haute montagne, en fait. Et forcément, avec un mélange de Mary Poppins. Parce que du coup, on a besoin à la fois de guider les parents dans cette putain de parentalité qui est une putain de randonnée de Je vais me merde. faire ban. Parce que, franchement... C'est un espèce de, tu sais, on t'a vendu le truc, la petite balade sympa et tout. Non, toi, tu te tapes des dénivelés de 400 mètres en 5 minutes. Après, t'as le No Man's Land où tu te retrouves alone et t'as Elle pas est de géniale. réseau, il y a personne qui te capte. C'est Enfin, ça. c'est horrible, quoi. Alors quand Donc, t'as dit, faites des enfants, on sera là, on vous aidera, on les accueillera à l'école. et là, Le contrat social n'est pas respecté. Tu croyais que t'allais avoir une cordée, tu sais, des gens avec toi. Et Ah ouais. Et tu dis le premier de cordée. Alors, est-ce qu'il va m'aider ou non? Débrouille-toi. pour moi, tu as besoin d'avoir un guide de haute montagne et c'est ça en quoi le psychologue spécialisé dans le TSA, le TDAH va être, c'est-à-dire qu'on est des guides en fait. Nous, on a des outils, on a des informations qui vous permettent à la fois de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau de votre enfant et du coup, pour vous guider dans l'ajustement de votre posture. Et D'accord. je dis qu'il y a un mélange avec Mary Poppins parce que on a besoin quand même d'être très créatif quand on est psychologue spécialisé dans les TND. On a besoin quand même de pouvoir proposer aux parents une certaine personnalisation des outils et aussi dans la mise en place parce que chaque famille a son propre fonctionnement. Et oui. Et donc même si par exemple, tu vois, quand je parle de, je sais pas, il y a un planning, il y a besoin de structurer, mettre un planning visuel, en fait, c'est le même outil, mais chaque famille va avoir besoin de le personnaliser, de le mettre en place à sa sauce par rapport au fonctionnement de son enfant, par rapport à son fonctionnement de famille. Et du coup, ben forcément, ça demande à ce que le psychologue il soit flexible. Bah il oui. s'adapte un peu au niveau des outils, C'est etc. ça. pour que ça corresponde vraiment. Donc pour moi, un psychologue spécialisé TSA, TDAH, ça travaille forcément avec les parents. Ouais. Et ça peut travailler avec l'enfant en individuel, mais forcément, il y a des temps avec les parents. C'est-à-dire que quand moi, j'ai des parents qui me disent « Oui, mais on a pris rendez-vous, il voit un psychologue tout seul, voilà, il fait un suivi. » La première chose que je dis, c'est « Ok, et à quel moment vous voyez le psychologue ?» 5 minutes après la séance. D'accord, mais du coup, vous faites quoi, vous c'est quoi, comment... Qu'est-ce qui est travaillé pendant le rendez-vous et puis qu'est-ce qu'on vous propose de mettre en place à la maison? Ça, on n'a pas. Voilà, et ça c'est une belle transition pour la prochaine question. Du coup, maintenant qu'on sait à peu près comment on peut faire la différence entre le médecin, le psycho, enfin je dis le médecin volontairement hein, pour bien cadrer, bien guider. Donc le médecin psychiatre qui a fait médecine, le psychologue, et du coup on va revoir un petit peu plus tard peut-être pour le neuropsychologue, ce sera autre chose. Mais là tu nous dis quand même, tu nous ouvres la porte vers la guidance parentale. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Parce qu'il y a plein de personnes qui comprennent pas l'intérêt de la guidance parentale, qui ont en plus même très peur d'accueillir. J'ai eu ça il y a 2 jours, quelqu'un qui avait très très peur d'accueillir la psychologue ou de discuter, parce que même en tant que parent, on peut être épuisé. On peut discuter avec le psychologue ou la psychologue spécialisée de notre enfant. On peut dire là, je suis dépassée, je sais plus comment faire, parce que la psychologue, elle est là pour faire de la guidance. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la guidance? Est-ce que quelque part tu pourrais rassurer les parents qui sont présents sur le fait que c'est ok de faire rentrer la psychologue, qu'elle va pas juger? Je comprends que ça soit super difficile parce que c'est ouvrir et expliquer comment vous fonctionnez. Donc forcément, c'est vous mettre un peu en vulnérabilité face à quelqu'un que vous connaissez pas. Donc ça peut être un peu difficile. Et en même temps, en fait, pour reconnaître un bon psychologue, c'est qui fait de la guidance parentale, c'est qu'il n'y a pas de jugement, qui va prendre le temps de voir comment vous vivez, etc. Et que s'il vous impose un outil et que en gros, si vous n'arrivez pas et vous lui dites genre n'arrive pas à le faire, c'est super dur, etc. Et que vous avez genre en gros un petit jugement ou un petit truc en gros faites un peu un effort et voilà quoi. Ou moi je peux rien si vous mettez pas en place. Bon, next, changer de psychologue, en fait. Enfin, clairement. D'accord. Même si elle est très formée. Je dis souvent que, parce que parfois, on peut avoir, moi, comme je suis sur les réseaux, il y a un côté genre, ah, c'est génial, Myriam, elle est hyper pertinente, etc. Mais j'ai des familles avec qui ça matche pas, en fait. Enfin. Ouais. T'as quand même si j'ai des super outils, en fait. C'est-à-dire que je suis pas forcément la professionnelle pour tous les parents, en fait. Ouais. Donc,
On a besoin vraiment plutôt de voir ça comme une co-construction. C'est super important de se dire qu'on va pouvoir avancer. Et donc, ça veut dire que vous pouvez dire à la psychologue, en fait, c'est très désagréable pour moi de vous dire comment je fonctionne avec mon gosse. J'ai peur d'être jugée. Enfin, en fait, on est là pour réceptionner, en fait. Hein. Vraiment, c'est une co-construction, la guidance. Hein. Oui. Excuse-moi, j'ai un petit bruit persistant là, avec mon ma corde, ça me dérange un petit peu. Pas du tout TDAH, ça me absolument pas. Donc vous êtes, voilà, en gros, on va reprendre. Effectivement, les psychologues, vous êtes vraiment là pour construire la thérapie, enfin les psychologues en tout cas, plus spécifiquement les psychologues spécialisés TSA, TDAH, comme le dit la Haute Autorité de Santé, placer le parent en co-thérapeute. Et ça, c'est très Ouais. important, que ce soit avec du TSA, du TDAH ou d'autres psychos. À partir du moment qu'il y a un TND, mais même, je vais te dire, même quand moi j'accompagne des enfants qui ont juste un trouble anxieux, pour moi, les parents sont forcément co-thérapeutes. Je vois pas comment nous, si on prend l'enfant dans un temps et qu'il n'y a pas de travail avec les parents, comment ça peut travailler en dehors. Enfin voilà, c'est pas nous qui sommes au quotidien. Ouais, Nous, on vit pas les réveils nocturnes, on vit pas les débordements de fin de journée. Voilà, on vit pas la rigidité du tu lui as pas, pour une fois t'as pas le truc de qu'il adore à manger et du coup ça explose. Bah nous ouais. on vit pas ça en fait. Nous on les a sur un temps donné. Généralement ils sont beaucoup plus cool. Parce qu'en plus on aime bien faire du pairing, donc on aime bien s'associer à quelque chose de très sympa. Donc généralement ils kiffent venir nous voir en fait les gosses. Donc on a Donc, vraiment besoin de pouvoir vous avoir avec nous à côté pour justement adapter au maximum ce dont vous avez besoin pour vous en fait. merci beaucoup pour les compliments. Regarde, il y a des personnes qui me disent c'est trop bien le live avec vous deux. Merci Joël. On va commencer aussi avec les questions et les commentaires. Ça va être un petit peu, voilà, ça va être un peu à notre image, hein, ça, en mode Avec du TDAH. avec un peu de TDAH, soupçonné avec de temps en temps un peu le TSA qui va ressurgir, j'en pense. Bonjour Lamia. Il y a Espoir qui te demande qu'est-ce que tu penses des psychologues scolaires. C'est quand même compliqué de répondre à cette Alors, question, je les pense. psychologues scolaires, ça va dépendre de la formation des psychologues scolaires. Il faut savoir qu'il y a deux types de psychologues scolaires. Il y a... Tu te marres, mais arrête de rigoler. Vas-y. Il y a d'anciens instituteurs, enseignants qui vont faire une formation pour être psychologue scolaire. Voilà. Donc, eux, ils font passer des tests, ils vous font des whisk et tout. Nul à chier. Je suis On désolée, est d'accord. en généralité, nul à chier. Je peux juste faire une petite pause. On est d'accord, le whisk, c'est pas ce qui est Non, génial mais en c'est fait. nul, c'est nul. Oh, C'est ouais, nul. ok, vas-y, on C'est enchaîne. nul, d'accord, c'est nul. C'est nul parce qu'en plus, ils n'ont pas l'interprétation que peut avoir, par exemple, un neuropsychologue ou un psychologue. Enfin, C'est ça. clairement, c'est la merde. C'est des bilans tout pourris. Sauf que quand votre gosse, il passe un bilan WISC avec le psychologue scolaire, on peut pas refaire passer un bilan WISC comme ça à un autre psychologue ou un autre neuropsychologue. Il va falloir attendre 2 ans. Donc, c'est de la merde. Parce que du coup, il faut savoir que la MDPH, elle se base sur le bilan WISC de votre gosse. Donc, quand le psychologue scolaire, il fait une interprétation de merde, eh ben, ça reste dans le dossier MDPH. Et c'est la merde. Non, mais vraiment. J'aime désolée, Farban. mais- Vous vouliez pas de langue de bois. Là, vous n'en aurez pas. Ah, Bienvenue. désolée, ouais, je dis plein de gros mots et Bienvenue, tout. Enfin, bref, vous voilà. êtes sur le live interview, c'est écrit là, j'interviewe Myriam, psychologue spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux. Voilà. Donc, ça, c'est la première type de psychologue scolaire. Mais il faut savoir que depuis certaines années, là, on commence à avoir l'éducation nationale qui demande à ce que ça soit des psychologues, donc c'est-à-dire des gens comme moi qui ont fait l'université, qui viennent intervenir en tant que psychologue scolaire au sein, avec une mission de faire des bilans, etc. Donc là, c'est plus intéressant parce qu'on peut avoir des neuropsychologues qui font des bilans dans le cadre en tant que psychologue scolaire, et je peux vous assurer que là, les bilans, c'est pas les mêmes. Parce que ils ont appris à faire des bilans et que du coup, on a des bonnes interprétations, on a des trucs hyper qualitatifs, etc. Et l'avantage pour vous en tant que parent, c'est que vous payez pas en fait parce que c'est pris en charge, donc ça peut être intéressant. Mais on reste sur des bilans WISC. Généralement, on va pas trop au-delà. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un diagnostic d'autisme. Par exemple, il y aura jamais dans le cadre du bilan psychologue scolaire, vous aurez pas une ADOS ou une ADI qui est faite. Hein. Non, vous aurez un WISC quoi. Et on est d'accord que les psychologues ne peuvent pas poser de On diagnostic. peut pas poser de diagnostic. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va formuler des hypothèses diagnostiques
souvent, on va écrire que, au vu des résultats, au vu des éléments qu'on reçoit, etc., et qu'on entend des parents ou des observations qu'on a fait de l'enfant, on peut penser à, et on va noter qu'il est important que cette hypothèse soit revue et validée ou non par un médecin. On n'est pas médecin, donc en France, le diagnostic médical, il n'y a qu'un médecin qui peut le poser. Oui. Et on a appris quand même il y a 10 jours ou 2 semaines, je sais plus, que pour la dyslexie, les orthophonistes sont habilités à poser des diagnostics. Ben oui, mais parce que en fait, ça c'était un peu l'aberration, c'est-à-dire que c'est les seuls à avoir le test qui peut évaluer si oui ou non il y a dyslexie. Et en gros, elle faisait pareil, elle devait dire alors au vu des résultats, vous êtes confirmé par un médecin, mais le médecin à aucun moment il fait passer des bilans comme ça. Ouais. Et du coup, ben c'était un peu pas logique quoi, hein, clairement. Donc, alors, si je comprends bien, quand même, avec l'ensemble des bilans, par exemple, toi, tu vas faire un bilan, imaginons des parents, ils ont décidé d'accélérer le processus de dépistage, donc ils vont voir eux-mêmes toi pour avoir un bilan, psychomote pour avoir un bilan, orthophoniste pour avoir un bilan, et avec la somme des bilans, ils peuvent aller voir le médecin pédiatre pour dire faites-moi un diagnostic. C'est possible? Ben là, alors vraiment, je suis navrée, mais ça dépend des médecins. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, ça dépend du médecin, et pour moi, ça dépend aussi surtout de là où tu vis. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'habitais dans l'Ain et j'étais proche du Rhône. Et en fait, du coup, souvent les médecins généralistes, ils orientaient vers des pédopsies ou des psychiatres ou des neuropédiatres, par exemple. Mais en gros, ils se dédouanaient un peu, genre en mode, ben non, nous, on oriente, il y a Monsieur Bidule, il y a Madame Machin, vous allez les voir pour avoir le diagnostic. Mais moi, maintenant, j'habite en milieu rural, tu vois, je suis en pleine Cambrousse. Vraiment. Ouais. Et ben, il y a une maison médicale et les médecins généralistes, elles posent, en fait, une fois que les parents, ils arrivent, en fait, il y a tellement personne sur le secteur. Ah bah, le désert médical oblige. Et du coup, bah, en fait, elles se sont formées et en fait, elles essayent de se former pour avoir un minimum. Et puis, bah, du coup, elles essayent de voir avec les professionnels paramédicaux qui sont autour. Et c'est sûr que oui, bah, moi, par exemple, pour mon grand, c'est la médecin généraliste qui m'a aidé à faire le dossier MDPH, tu vois, qui a dit, bah voilà, je reçois le bilan du neuropsy, l'ortho, elle dit ça, l'ergo, elle dit ça. Voilà, cet enfant, il a ça, ça, ça. Elle m'a aidé à remplir mon... C'était impossible pour moi sinon, il va falloir que je fasse 2 heures de route, en fait. C'est pas possible. Ah oui. N'hésitez pas à me poser vos questions, à nous poser vos questions en commentaire, parce que là, il y a beaucoup de témoignages qui disent la psychologue scolaire de ma fille a fait un WISC, par exemple, et elle dit que les résultats sont pas cohordants, donc ça vient confirmer ce que tu disais tout à l'heure. Hélas, du coup, tu vas devoir attendre 2 ans pour en refaire un avec une vraie psychologue. Attention, parce que je vais préciser, on va parler du WISC, d'accord? Parce que vas-y. Je suis désolée, en plus, voilà, forcément, TDAH oblige. Allez, vas-y. J'étais pas prête pour ce live, je crois. Tu te prépares qu'on va être fatigué, hein. On va être épuisé. Oh, j'adore. Pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Je comprends pas. Je sais pas. Donc, allez, vas-y. Le WISC, c'est une échelle qui mesure l'intelligence. Et je mets des guillemets parce que du coup, on est sur certaines compétences autour de l'intelligence. Dans le WISC, vous allez avoir des tests sur tout ce qui va être compréhension du verbal, où on va être sur est-ce que l'enfant il a du vocabulaire, il arrive à faire des associations dans les concepts verbaux. On va avoir tout ce qui va être autour du raisonnement, ok. On va avoir de la mémoire de travail. On va avoir de la vitesse de traitement et on va avoir aussi du traitement de l'information au niveau spatial, visio-spatial. Ok. Alors, juste une seconde. Pour la vitesse de traitement, je fais un peu de vulgarisation pour les autres parents. La vitesse de traitement, c'est quand on donne une information à la personne et qu'elle traite l'information pour pouvoir, par exemple, si vous lui posez une question, le temps qu'elle réceptionne, qu'elle décortique, en fait, qu'elle décode la question et qu'elle puisse y répondre d'une manière ou d'une autre. Tu as faim? Un peu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près ça la vitesse de traitement. Chez la personne TSA, ça peut prendre un petit peu plus de temps que chez la personne typique. Oui, mais dans le TDAH, on peut retrouver aussi des temps de traitement comme ça, et dans les TND d'une manière générale. Par exemple, un enfant dyspraxique qui a un trouble des coordinations, on va retrouver aussi ce temps de traitement, par exemple, sur la mise en action. Donc, on peut avoir des délais de traitement. Toujours est-il que le WISC, il a été créé par un neurotypique, d'accord? Donc, les consignes, c'est très standardisé. On doit dire toujours de la même manière. On doit faire en sorte que normalement, quand on passe un WISC, quel que soit l'enfant, on le passe toujours de la même manière en tant que professionnel. Donc, vous imaginez bien qu'avec un enfant autiste qui parle, ça va pas être la même manière qu'avec un enfant autiste qui ne parle pas. Par contre, c'est le même test.
Donc, je vous ai dit, il y a les items sur la compréhension verbale. Typiquement, avec un enfant autiste qui n'a pas un langage verbal élaboré, c'est-à-dire dans le sens fonctionnel, où il peut répondre à des questions, il peut verbaliser, il va queuter, c'est-à-dire qu'il va être échoué, il va être en dessous de son âge réel et on va dire comme quoi il est déficient. Or, on sait que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des enfants autistes qui ne parlent pas, mais qui ont une très bonne capacité cognitive d'apprentissage et qui n'ont pas un trouble du développement intellectuel associé. Donc, c'est en ça où des fois le WISC il est pas très adapté parce que encore une fois, si le professionnel en face, il va mettre un peu des adaptations, ça va marcher. Mais s'il met pas d'adaptation, c'est la merde en fait, parce que du coup, il va dire votre enfant, en gros, il a un QI total de 75. Voilà. Donc la MDPH, elle va dire ah bah ça c'est IME. Voilà. C'est pour ça que alors question, est-ce que purement et simplement, le test psychométrique, c'est-à-dire l'évaluation du niveau du QI, est-ce que selon toi, on a déjà eu un début de réponse, est-ce que selon toi, c'est nécessaire, pertinent? Eh ben, parfois, oui, ça peut être intéressant, notamment pour savoir comment, on va dire, montrer les compétences de l'enfant. Parce qu'en fait, pour moi, quand tu fais passer ce type de test, c'est ça que ça va t'aider. Ça va t'aider justement à te dire, OK, cet enfant, si je lui dis avec des consignes visuelles, bah, il est hyper fort. Donc, et que quand je lui demande en verbal, il n'y arrive pas. Et ça veut dire que le psychologue, il est formé un petit peu. Eh Ou oui. le neuropsy est formé un petit peu pour faire des adaptations comme ça. Et Oui. pour faire un compte rendu comme ça. Dans ces cas-là, oui, je trouve ça très intéressant. Parce Mais que du coup, voilà. Maintenant, si ta question est, parce que des fois, la MDPH demande un test psychométrique d'office pour notamment tout ce qui est autour des orientations. Moi, ça m'est arrivé de dire aux parents, en fait, on va pas faire un WISC, on va faire un PEP. Donc c'est quoi? Je connais pas. tu sais c'est une évaluation autour des compétences, pareil, du développement. Mais du coup, on est sur un âge de développement. C'est pas une mesure QI, mais ça ressemble un peu à ça. D'accord. Mais du coup, c'est un test spécial pour les enfants autistes, en fait. Et du coup, on sait d'avance que si l'enfant il parle pas, il y a des choses qu'on va pas pouvoir évaluer, mais ça n'empêche qu'on peut quand même montrer le potentiel d'apprentissage. En fait, dans ce test-là, on montre le potentiel d'apprentissage. Et c'est pas plus pertinent? Salut Laura Bulle. Si. À des moments donnés, clairement, c'est Mais- beaucoup plus pertinent. Mais pour tout le monde, en fait, le potentiel d'apprentissage, qu'est-ce qu'on en pense? En fait, il est plus intéressant parce que ça montre vraiment quand, par exemple, tu vois, il y a encore une fois, hein, la MDPH et la scolarité, ça dépend beaucoup aussi des personnes qui sont là. Hein. Donc, moi, j'ai déjà vu des maîtresses dire à des parents, non, mais votre enfant, il doit forcément aller en IME, alors qu'on est un enfant qui a vraiment les compétences pour, par exemple, aller au CP ou pour aller en 6e et qu'il n'y a pas de questionnement à se dire qu'il faut faire une orientation. Et donc, à des moments donnés, ça va être plus intéressant de pouvoir, par exemple, faire un PEP ou même des fois faire d'autres tests cognitifs. C'est-à-dire que c'est là où le neuropsychologue, il est spécialisé dans les tests. C'est-à-dire que la différence entre, par exemple, moi qui suis psychologue et un neuropsychologue, c'est que le neuropsychologue, il a été formé pour toutes les passations de tests sur le WISC, mais aussi l'attention, sur le fonctionnement au niveau du cerveau et de comment c'est montré dans le test. Et donc, c'est pour ça que quand on vous dit de faire des bilans, souvent on va dire qu'il faut aller voir un neuropsychologue, c'est parce que eux, ils ont une expertise plus autour des tests. Les psychologues, comme moi, on est censé pouvoir faire passer des WISC. Mais je vous ai dit, comme la formation, elle est pas uniforme, j'ai été diplômée à la fac de Chambéry. C'est une fac très comportementaliste. C'est une fac où les thérapies cognitives et comportementales sont très importantes. Donc, moi, j'ai eu un enseignement dans ma dernière année sur les tests qui ressemble fortement au neuropsy. Mais c'est pas le cas de toutes les facs. Donc, on peut avoir... C'est pour ça que des fois, c'est plus intéressant d'aller voir le neuropsy. Au moins, on est sûr que le bilan, il est bien, que c'est bien global, qu'on va avoir... Et souvent, ils vont faire passer le WISC, mais ils vont faire passer d'autres épreuves. Et du coup, on a une photographie plus globale de l'enfant. Donc, c'est pas antinomique. On peut à la fois consulter un médecin psychiatre, une psychologue spécialisée, TSA, TDAH, dans le cas de ce qui nous concerne nous, et un neuropsy. C'est-à-dire que ça va pas se chevaucher, ça va pas être un doublon. On est d'accord, c'est complémentaire, au contraire. C'est complémentaire. Maintenant, attention, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de, par exemple, recevoir un jeune garçon dans le cadre d'un accompagnement autour des habiletés sociales pour intégrer un groupe d'habiletés sociales. Et ce jeune garçon avait une ortho, une éduque à la maison, moi en groupe d'habiletés sociales, plus un pédopsie. Il y a un moment donné, je me suis rendu compte, moi, pendant les séances, qu'il avait des informations contraires. C'est-à-dire que, en fait, il manquait de coordination entre les pros.
Et donc moi, qui ai une approche où en gros, je vois pas les comportements débordants comme étant forcément problématiques, mais parfois juste atypiques, et que du coup, des fois, c'est plus comment tu peux l'amener à exprimer avec un comportement plus adapté dans certains contextes que de se dire il faut absolument qu'il gomme tous ces comportements atypiques, tu vois. Et ben l'éduc, elle avait pas la même vision que moi, et elle était plus dans en gros il y a des trucs que tu dois pas faire puis t'arrêtes de les faire en fait, enfin ça suffit quoi. Une approche plus en mode en fait. normatif quoi, très normatif. Et du coup ben ce pauvre garçon, il y a un moment j'ai dit aux parents là il y a un couac en fait, il va falloir qu'on priorise c'est quoi qu'on choisit, parce que en fait on peut pas, là on est en train de le mettre à mal, il est en train d'apprendre 2 informations contraires, enfin c'est horrible, donc faut faire attention à ça quoi. Ouais. Petit message à Noah, c'est le fils d'une abonnée de très longue date, Flo. Je peux pas faire, mon chéri, je peux pas faire là le cœur. Pour l'instant, je peux pas. Aujourd'hui, je peux pas. Une prochaine fois, je pourrais, mais là, je peux pas. Je suis désolée, mon chat. On me demande dans les commentaires. Attends, il est là. Que pensez-vous du test Vinland? Qu'est-ce que tu penses du test Vinland? Eh ben, pareil, il peut être intéressant dans le sens où moi, par exemple, là, tu vois, je suis en train de réfléchir à me dire, parce que je reçois des parents parfois qui sont perdus, qui n'ont pas de diagnostic encore, ou qui ont des mauvais diagnostics. Ça, on adore. On aime. Ah bah, tu sais, des fois, quand je les vois débarquer et qu'ils me disent, alors, il est diagnostiqué HPI, HPE, il y a une suspicion de TDA, alors, et il a des 10. Au bout de 5 minutes, je leur dis, et personne vous a parlé du TSA, par exemple. Et t'as les oreilles qui saignent un petit peu parce que déjà diagnostiqué HPI, TDA. Secondes, tu vois, à un moment, je suis comme ça, je suis là. Hein. Et par contre, le TSA, on n'en parle pas. Mais non, parce qu'on nous a dit, regardez dans les yeux. J'ai envie de vomir. Quoi, tu vois, ça m'énerve. Mais il a Asperger. Ouais. J'ai envie de, voilà. Donc, mais les pauvres parents, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas eux le problème, c'est les professionnels en face. Tu vois, oui, ils sont pas formés. Et qui font de la merde, en fait. Oui, oui. On te dit dans les commentaires, elle est tellement drôle. Ben oui, c'est pour ça que j'étais pressée de faire cette interview. J'étais vraiment très, très pressée. Parce que c'est vraiment une personne qui s'y connaît, qui est formée, qui continue de se former. Elle l'a dit en début de live. Je parle de toi à la 3e personne, excuse-moi. Elle a dit, en début de live qu'elle continue de se spécialiser, de se former au gré de stage. Donc c'est quelqu'un qui va parler de sa spécialité réellement et avec compétence, et ça on adore, et notamment voilà les troubles. Alors, je voulais revenir dessus. Quand tu parles des comportements débordants, tu disais qu'effectivement pour toi il s'agit pas forcément de les gommer, mais plus de les comprendre pour amener à avoir un comportement un petit peu plus approprié pour communiquer plus sainement. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le comportement dit débordant ou dit ou trouble ou que sais-je, c'est finalement un moyen de communication pour exprimer quelque chose? La frustration, la colère, le mal-être dans le corps. Tous les comportements débordants ont une fonction de communication. Ok, ça on va l'écrire en gros, hein. On répète tous les comportements débordants. C'est ça qui est le plus problématique, c'est que quand t'es parent et que ton enfant, il fait des bruits de bouche incessants. Là, je parle de moi, par exemple. Mon numéro 3, il fait des bruits de bouche incessants. J'ai une petite suspicion de TDAH chez lui. Il est en cours de bilan. Ça me fait penser, tu sais, à l'âne dans Shrek. Non, mais lui, il fait... Ah ouais, beatbox. Mais en plus, il a le rythme. Donc, je peux même pas lui dire, tu me fais mal aux oreilles. C'est pas beau. C'est joli. C'est juste que c'est tout le temps. Ah ouais, d'accord. 7h30 du matin, il est déjà comme ça, tu vois. Donc, à un moment donné, tais-toi. S'il te plaît. Ok, mes oreilles, s'il te plaît. Sauf que, en fait, ça a une fonction pour lui. C'est-à-dire que c'est une fonction de régulation. Mon fils, il fait surtout ça quand je fais de l'analyse fonctionnelle. On va en parler de l'analyse fonctionnelle. Quand je fais de l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire quand j'observe dans quel contexte ce comportement apparaît et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence à ce comportement que je pourrais trouver débordant. Parce que quand c'est beaucoup, c'est chiant, en fait. On est d'accord. Je nie pas que ça peut être relou. En fait, il y a une fonction, ça lui sert à quelque chose. Et si je lui dis, arrête de faire ça, il remplace par quoi, en fait? Bah oui. Et le plus gros problème, c'est ça, c'est que souvent, vous allez aller voir quelqu'un, on va vous dire, oui, mais il suffit d'arrêter de répondre, il suffit juste de serrer la vis. Non, en fait. Il y a besoin d'apprendre à l'enfant à avoir un autre comportement qui lui permet la même chose, de façon tout aussi facile.
Ouais. Donc tu vas rentrer dans l'enquête. Déjà, tu vas Bah devoir ouais. chercher pourquoi il le fait, qu'est-ce que C'est ça ça. lui C'est ce que apporte. j'appelle mener l'enquête sur les réseaux, mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon, nous, en tant que psy, l'analyse Ok. fonctionnelle. C'est-à-dire, Mm. on va faire un tableau, on va demander aux parents de récolter des infos sur quand est-ce que ça se passe, avec qui, qu'est-ce qu'on lui a demandé, c'était où, c'était à quel moment de la journée, et qu'est-ce qu'on observe comme comportement débordant. Parce que parfois, nous, ce qu'on voit, c'est vraiment l'explosion, tu vois, qui est hyper compliquée, où on se sent hyper démuni pour accompagner. Sauf Ouais. que l'explosion, elle arrive après plein de petits autres comportements. Et souvent, Et les oui. parents, vous le savez, parce que en rendez-vous, vous allez me dire, non, mais de toute façon, j'ai vu dès le matin, je savais que ça allait partir en couille, de toute façon. C'est-à-dire, il s'était à peine levé que je me suis dit, ah, bordel, la journée va être horrible, à quel moment il va craquer, quoi. Si à la fin du live, je suis pas ban, c'est miraculeux. Bah oui, bah tu comprends pourquoi je vais arrêter de faire des lives, hein. C'est magnifique, j'adore. On va continuer, hein, toutes les deux, hein, t'inquiète. Je reviens. Et donc, en fait, l'idée, c'est que de se dire que le comportement explosif que vous observez, sur lequel vous vous sentez démuni, souvent, il y a eu plein de petits signes qui montrent que la pression, elle est en train de monter. Et des fois, c'est plus facile d'agir sur les petits signes que d'agir sur l'explosion. Parce qu'une fois que l'enfant, il est complètement envahi, débordé, etc., tu peux lui présenter tous les pictos que tu veux, tous les fidgets que tu veux, tous les trucs, là, les balles de la colère ou je sais pas quoi, là. En fait, ça marchera pas. Il va te les envoyer, tu sais, il va te les Les balles de balancer, la en fait. colère. Je sais pas quoi. Alors, Mais je suis bah oui. désolée pour le pipi dans la culotte, hein, excuse-moi. Le périnée qui a craqué. Elle a- Ok, ce live, je ne le contrôle plus. Mais en même temps, c'était évident. C'était évident. Je sais plus où j'en étais. J'avais plein de questions à te poser. Ils sont partis. Ça y est, les questions elles sont loin. Alors on va se raccrocher. Il y a une personne, il y a Shiva qui nous demande depuis un petit moment. La pauvre, elle répète, elle répète. On reviendra sur le comportement débordant et sur comment répondre. Ah si, ça y est, ça y est. Donc la grille, le tableau dont tu parlais, on est d'accord qu'il s'agit de la grille du comportement ABC ou c'est Oui. une autre grille? Oui, c'est ça, Non, parce qu'on en parle beaucoup. vraiment un tableau ABC. Première colonne, tu mets tous les éléments du contexte. Deuxième colonne, tu mets le comportement factuel. Factuel, les parents, s'il vous plaît. Factuel, ça veut dire il a tiré les cheveux, il a jeté le stylo rouge. Moi, je veux pas il avait un regard noir. Je veux pas il était de mauvaise humeur. Pas Je veux pas d'interprétation. en fait, il faisait exprès. Non, je veux pas tout ça. Ça, c'est pas factuel, ça. Ça, c'est votre Ouais, interprétation. c'est ça. On veut pas d'interprétation, on veut les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a Exactement. Et après, obtenu? la troisième colonne, on met les conséquences. Donc, c'est-à-dire qu'on met les réactions de l'environnement, les vôtres en tant que parents. Mais si, par exemple, il y a un frangin, une frangine, si vous êtes dans la rue, enfin, en fait, il faut mettre toutes les réactions qu'il y a dans l'environnement, en fait. Oui, Et c'est exactement. parce qu'on va observer plusieurs fois le comportement dit débordant qu'on va pouvoir essayer de faire des hypothèses sur à quoi ça lui sert. Ouais. Merci. Alors, Shiva nous demande que pensez-vous de la paire aidance, diplômée DU en libéral? Alors, en gros, ça dépend. La paire aidance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, est TSA et qui a mis en place des stratégies et qui lui permettent de fonctionner et avoir une qualité de vie qui lui correspond et qui est OK et qui va partager à d'autres personnes autistes son vécu, mais qui va aussi leur permettre d'avoir un peu de la psychoéducation, du soutien. Et en fait, ça amène aussi de l'espoir parce que du coup, cette personne, elle a réussi à trouver des stratégies fonctionnelles, etc. Et donc, ça amène à... OK? Oui. En fait, c'est très bien. Ça, très clairement, à des moments donnés, ça aide. C'est comme... moi, par exemple, j'ai des parents qui viennent me voir, mais parce que moi, je suis également, donc j'ai un TDAH avec une dyslexie et j'ai des enfants qui sont neuroatypiques et j'ai des parents, je sais, qui viennent me voir parce que à la fois comme moi, ils sont aussi neuroatypiques et ils ont des enfants neuroatypiques. Et du coup, il y a comme ça quelque chose de, en fait, elle peut comprendre ce qu'on vit parce que elle aussi, elle vit ça. Et donc, la paire aidante, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a un côté d'appartenance où ça nous fait du bien, en fait, parce qu'il y a quelque chose de, ah putain, on a enfin quelqu'un en face qui comprend ce qu'on peut vivre et notre fonctionnement. On n'a pas besoin de surexpliquer, quoi. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est vrai que c'est plutôt confortable. Cela dit, j'ai trouvé moi aussi auprès de psychologues qui n'étaient pas forcément atypiques et qui, comme ces psychologues ont l'habitude d'accompagner les jeunes,
arrive C'est à ça. reconnaître aussi chez l'adulte. C'est pour ça que je dis, n'hésitez pas, parents, quand vous n'en pouvez plus et que vous n'avez pas d'autres ressources, à discuter quand même avec la psychologue de votre enfant. Ça peut vous aider. Bonjour Clara. Clara, c'est l'éducatrice que j'ai interviewée la semaine dernière. Donc du Ah bah coup, voilà, tu vois, bonjour Clara. on fait le parcours. Je suis assez contente parce qu'on fait le parcours que l'on propose aux parents en général. Pardon. Tu parlais de pairing tout à l'heure. Est-ce que tu Ouais. peux expliquer ce que c'est? Parce que plein de parents comprennent pas ce que c'est. Et plein de professionnels, enfin d'enseignants, enfin voilà, il y a plein d'intervenants auprès des jeunes, des enfants, des élèves qui n'ont jamais entendu parler de pairing, qui comprennent pas trop ce que c'est, comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment ça fonctionne et à quoi ça sert, s'il te plaît? Le pairing, c'est par exemple mon fils est né ce matin qui doit aller au marché donc avec son père et qui dit ah mais moi je voudrais y aller en vélo, je voudrais qu'on puisse prendre les vélos, etc. Ben en fait on a accédé à sa demande, on est un peu sympa, mais parce que ça veut dire que en créant des moments sympas comme ça, et ben quand on met un peu de contraintes et qu'on va lui dire mon chéri faut ranger ta chambre cet après-midi parce que tu pars chez tes grands-parents demain, et ben en fait il y aura moins de résistance. En fait le pairing c'est de s'associer à quelque chose d'agréable. C'est pour ça que je vous ai dit souvent les enfants ils adorent, moi ils aiment bien venir dans mon bureau. Il y a des fidgets. En plus la règle en plus elle est assez large, c'est-à-dire que je dis aux gosses tu peux faire et dire presque tout ce que tu veux. J'en ai toujours qui me disent oh j'ai le droit de dire des gros mots et je suis là bah oui. Oh là là, ils regardent leurs parents genre en mode oh tu vois. Je me souviens une petite fille une fois elle avait pris un feutre, elle avait commencé à tu sais à se mettre sur la main, elle disait j'ai le droit. Je lui dis ah bah toi tu aimes bien faire ça, tu aimes bien. Et elle regardait sa mère, elle faisait ici j'ai le droit de faire ça. C'est Et génial. donc Et donc du coup, bah forcément, quand tu lui dis on va aller voir Myriam, elle est plutôt bah ouais, on va aller voir Myriam, c'est trop bien. Mais parce que Ah oui. moi, je me suis associée à quelque chose de très agréable. Et en fait, c'est hyper important en tant que parent, c'est que oui, des fois, forcément, il y aura des contraintes, forcément, il y aura des moments de tension avec votre enfant parce que il y aura des conséquences au fait de règles qu'il aura pas suivies ou qu'elle aura pas suivies et ça va être désagréable et il y aura de la frustration. Et en même temps, on a besoin d'avoir des moments où on est hyper fun, où on va associer, on va des trucs positifs pour qu'il y ait quelque chose de ok, des fois ils sont relous, mais pas tout le temps. Ouais, Voilà, en gros c'est d'accord. ça. Ils sont relous, mais pas tout le temps. En fait, tu crées de la confiance, c'est ça finalement, à Ouais, force de c'est ça. participer à leur Tu vois, jeu. c'est un truc où moi mes gosses, des fois je dis ah, des fois je suis chiante. Hein. Et ma fille, elle va souvent dire oui, des fois, oui, mais pas tout le temps, maman. Tu sais, il y a plein de fois où tu l'es pas. Et en fait, Ah, c'est un peu ça le pairing, c'est de se dire ok, je suis quand même associée à quelque chose de, c'est quand même sympa. Et du coup, comme c'est sympa, je peux lui faire confiance et je peux aller dans des trucs désagréables. Je sais que ça va pas durer longtemps. Mais du coup, ça demande à ce que vous soyez cohérents, ça demande à ce qu'il y ait des moments, même dans les moments chiants et horribles, eh ben, il y a des moments sympas. Parce que ouais. souvent, quand on en peut plus avec son gosse, on a du mal à passer des moments sympas avec. Et pour autant, c'est parce qu'on va passer des moments sympas qu'on va pouvoir mettre en place des choses, quoi. Ouais. Et dans les commentaires, il y a Lucie qui te demande, c'est du renforcement, non? Ou c'est autre chose totalement? Exactement. On va utiliser le renforcement positif. C'est dur, hein, parce que franchement, synthétiser les lois de l'apprentissage. Non, mais En gros, sans le rentrer dans les détails. renforcement, ça veut dire que Je dis ça à une TDAH. quand on met en place du renforcement, arrête Ouais. de rire. D'accord. Vas-y. En gros, le renforcement, il y en a deux types. Il y a du renforcement positif et du renforcement négatif. Le renforcement, ça a pour but d'augmenter le fait que le comportement va se produire plus souvent. Oui. D'accord? Et il peut être positif parce qu'on va rajouter un truc sympa, genre waouh, c'est génial, t'es champion, c'est trop bien, voilà. Soit parce que on va enlever un truc désagréable à l'enfant. Ouais. Ok? Ouais, ouais. Ça, c'est important pour vous, parents, parce que quand vous observez qu'un comportement débordant est de plus en plus débordant et de façon de plus en plus fréquente, ça veut dire qu'il y a du renforcement. Ça veut dire que votre enfant a du renforcement à faire ce comportement débordant. Et là, vous allez me C'est dire, ça. ah oui, mais je comprends pas parce qu'il est puni de tout. Mais Peut-être que la punition n'est pas forcément une punition. c'est ça. Peut-être qu'effectivement, c'est ce dont il a besoin. C'est par exemple, tu peux nous donner un exemple? Allez. Eh ben, je donne un exemple. Ok. Souvent, je vais donner l'exemple de l'école où on va dire Ouais. oui, mais il déborde tout le temps et du coup, il a pas de récré, mais en fait, il continue, il fait que déborder. Ben ouais, mais parce que peut-être qu'en fait, aller à la récré sensoriellement, c'est horrible et que d'être puni dans le couloir, ben en fait, ça a des intérêts.
Voilà, C'est d'être que isolé, voilà, c'est bien. ou ouais, mais il fait le bazar en classe et du coup on le met dehors avec son AESH et puis quand il revient il refait le bazar. En fait il comprend pas. Bah peut-être qu'en fait c'est si il comprend très bien que il a pas envie d'être contraint dans une tâche, que la tâche elle est pas motivante, elle est pas adaptée à lui ou à elle et que du coup bah en faisant du bazar il obtient qu'il est extrait de la situation désagréable et donc il est renforcé de façon négative. Donc vraiment le renforcement c'est hyper fort et c'est beaucoup plus fort que d'utiliser un aspect punitif. C'est-à-dire que Ouais. clairement, c'est ce qui va faire que ben il y a de la motivation, il y a de l'apprentissage possible. C'est parce que le comportement va être renforcé. Donc ça veut dire quelque part quand même qu'il y a une fonction d'entendement parce que l'intelligence, c'est bien tirer une compétence Bah oui. d'un... Mais en fait, ce sont des très bons scientifiques. On est d'accord? Ok. Ils sont très bons. Ils savent Eh très. En oui. fait, il n'y a pas de manipulation. C'est-à-dire qu'ils se lèvent pas le matin en se disant ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Yes, ma mère. Ouh là là, ça fait longtemps que. Pas du tout. Ils se lèvent pas en se disant ça. Je vais pas Jamais. sortir indemne de cette interview, je vous jure. Ils se diront jamais ça en fait. Par contre, ils vont expérimenter. Ils vont Ouais. expérimenter la première fois de façon un peu par hasard que j'ai fait du chahut en classe, on m'a sorti. Ça, c'est la première expérimentation. Tiens, en fait, quand je suis dehors de la classe, je suis en one-to-one avec mon AESH. Elle me parle. J'ai plus à faire l'exercice qu'on m'a demandé. Oh, pas mal. Je vais reproduire. C'est-à-dire, je vais retester, voir si je refais le même comportement de débordement, de chahut, pouf, on me remet. Et comme à chaque fois ça va se reproduire, et ben ça va être renforcé et du coup, ben après c'est facile quoi. Ils apprennent. Voilà. Et ça, vous arrivez à avoir une petite map. Je reviens, on va retomber sur nos pieds, hein, grâce notamment à la grille du comportement ABC. C'est de ce Ouais. dont on parlait tout à l'heure, quand on vous allez mettre à plat. Parce que quand on est dans le vif du sujet, on se rend pas toujours compte de ce qui se passe. Donc, quand on va utiliser un outil on appelle ça un outil de cotation pour relever pour relever les points, les événements, quoi, de manière factuelle. Du coup, on peut se dire, ah tiens, est-ce qu'il y aurait pas un schéma qui se dessine? Est-ce que quelque part, on serait pas en train de renforcer? Le renforcement, il est intéressant parce que du coup, si l'enfant est réceptif au renforcement, vous pouvez vous appuyer sur ça pour l'amener à acquérir des compétences. Et ils sont tous réceptifs. Même ceux qui vous disent qu'ils sont pas réceptifs, ils Ouais. sont réceptifs. Vraiment, là, pour le coup, je suis désolée, mais ayant travaillé avec des personnes autistes qui n'avaient jamais expérimenté du renforcement positif dans toute leur enfance, à l'âge adulte, avec des troubles associés comme de l'épilepsie, et de voir comment, en utilisant le renforcement, on arrive à inverser la tendance, en fait, ils sont tous sensibles au renforcement, on en a besoin des signes de reconnaissance. Il y a Nacera qui dit il faut tout de même marquer une limite. Attention, du coup, comment la limite est posée. Parce que, sincèrement, je vous assure que si la réaction et la conséquence que vous mettez, c'est il y a un bénéfice pour votre enfant, il continuera en fait. Il n'y a pas d'intérêt à changer. Ouais. Et c'est souvent, par exemple, parce que du coup, moi, en étant spécialisée TSA, TDAH, tout ça, TND, de manière générale, bah, j'ai d'autres parents qui débarquent parce que leurs enfants ont un top. Alors, des fois, il y a que le top de diagnostiquer, mais il n'y a pas les TND. Bon, après, avec moi, on finit par dire, faudrait peut-être aller faire un diagnostic parce que, à mon avis, le top, c'est plus le symptôme de quelque chose, mais bon. Bah oui. Mais typiquement dans le top, ce qui fait que le top, il continue, c'est Alors, parce qu'en fait, il y a une réaction. juste une chose, top, c'est Ouais. vas-y. Trouble oppositionnel avec provocation. Voilà, merci. Et du coup, effectivement, ce sont des enfants qui vont, on va dire, provoquer. J'aime pas parce que vraiment, c'est de l'apprentissage. Hein. Ils se disent pas encore Ouais. une fois le matin, je vais faire yesh mes parents, mais c'est de l'apprentissage. Ils expérimentent quand ils ont certaines choses, il y a une réaction en face et qu'en fait, il y a une escalade. Et le bénéfice, ben, c'est qu'on s'occupe d'eux. Et oui, on s'occupe d'eux de façon très désagréable et du coup, c'est pourri en termes de lien et en termes de renforcement, c'est super dur parce que l'enfant se sent nul, pas compris, pas aimé. Et vous, en tant que parent, vous avez l'impression qu'il fait toujours exprès, qu'il est horrible, qu'il faut toujours que vous fassiez des efforts. Mais en fait, ben, il y a un renforcement, il y a un bénéfice secondaire que quand vous êtes en train de lui dire arrête de faire ça, eh ben, au moins, vous vous occupez de lui. Voilà. Et donc, la parade à ça, Et est-ce que ben, ce ça va serait être pas de de mettre en faire... place des temps où on va s'occuper de lui avant même qu'il ait besoin de mettre des comportements débordants Voilà. pour moins répondre aux comportements débordants. Et par exemple, le pairing, ça pourrait être pas mal. Bon, bah ouais, c'est-à-dire que tu vas créer des moments sympas pour que du coup, quand l'enfant il commence, et puis tu vas annoncer, tu vas dire à ton enfant, en fait, quand tu vas faire ça, je te répondrai plus. Je te dirai pas arrête. Avant, je te disais arrête, maintenant je te dirai plus rien. J'arrête, je ne réponds plus. Et donc, tu vas avoir un enfant qui va dire, mais je t'ai parlé. Moi, mon troisième, une fois, il m'a fait ça, tu vois. Je veux pas aller à l'école. Donc, je réponds pas. Ça sert à rien. Ouais. Voilà.
5 minutes avant de partir, ça ne sert à rien de répondre, de lui dire ah bon, pourquoi mon chéri? Non, 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 c'est mort. Ça, c'est le petit comportement qui sent qu'il va y avoir la grosse escalade et qu'à un moment donné, on va pas réussir à partir à l'heure. Donc, il le sait, c'est posé, on en a déjà beaucoup parlé. Dans le contrat, c'est je réponds pas, en fait, quand il commence à être comme ça, un peu vindicatif, je réponds pas. Et donc, à un moment, il continue, je veux pas aller à l'école, c'est nul l'école, je veux pas aller à l'école, c'est nul l'école. Et donc, moi, la seule chose que je vais dire, c'est, il y a les chaussures à mettre, il y a le cartable à prendre, voilà. Ouais. Et il finit par me dire un jour, tu m'écoutes? Je te dis un truc, tu m'as entendu? Si tu me parles pas, ta ta ta. Et j'ai dit, je réponds pas aux menaces en fait, tu sais. Et le soir, après, on en a parlé. Je lui ai dit, une fois qu'il est parti à l'école, qu'il a passé sa journée, le soir, je lui ai dit, c'était difficile ce matin de partir à l'école. Oui, j'aime pas. Oh, qu'est-ce qui te dérange à l'école? Tu peux m'expliquer? Mais c'est possible de le faire le soir parce que j'ai le temps de l'écouter et qu'on n'est pas stressé par le timing et que ce matin, si j'avais pris le temps de l'écouter mais en fait, c'était mort, ça partait en cacahuète, il y aurait pas eu de solution. Il y avait trop de stress. Donc, Ouais. c'est vraiment très important de garder en tête que chaque comportement débordant a une fonction. Et en même temps, de savoir cette fonction, ça va vous aider à définir votre posture. Et c'est en ça que la guidance parentale, elle est intéressante. C'est parce que ça vous aide à mettre votre posture au bon endroit, de façon correcte, en fait. Ouais. Selon toi, du coup, qu'est-ce que... Voilà, je suis nouvelle diagnostiquée. Enfin, j'ai un parent qui vient d'avoir un diagnostic d'enfant. J'ai eu du mal à articuler cette pensée, excuse-moi. J'ai un parent qui vient d'avoir Oh là là, je recommence. Je suis parent et je viens d'avoir un diagnostic pour mon enfant TSA, par exemple. Je sais que ça va dépendre des profils, que ça va dépendre de plein de trucs. Mais juste après le diagnostic, quel est le premier professionnel, selon toi, qu'il faut que je contacte? Peu importe, en fait, tout profil confondu. Donc, il y a eu juste une Juste ado, un c'est une diag. ADI de fait. Voilà, juste le diag. Voilà, j'ai juste un diag, j'ai un médecin qui a posé un diag TSA. Okay. Orthophoniste. Voilà. Ouais. D'office. Obligatoirement. D'accord. Ok. Même si votre enfant, il parle très, 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 très bien. D'accord. Okay. Ok. Pourquoi? Parce que quand votre enfant, il parle très, 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 très bien, on a l'impression qu'il comprend toujours tout. Or, on sait que le cerveau autiste n'a pas la même connexion dans le cerveau au niveau de la zone qui traite le langage oral. Et ce n'est pas une zone qui est traitée de façon prioritaire par le cerveau autiste. Ça veut dire que l'enfant autiste, même s'il entend l'information verbale, il est probable qu'il ne capte pas toute l'information. Il est probable qu'il se serve de certaines choses pour comprendre vraiment ce que vous attendez de lui ou d'elle. Et surtout, c'est que plus il va grandir, plus les compétences verbales sont très à utiliser au niveau conversationnel et que des fois, ce sont des très bons dictionnaires, mais ils n'ont pas des compétences dans la conversation. Et donc, c'est l'ortho qui travaille ça. D'accord. Donc plus les implications, c'est-à-dire que connaître les mots, leur sens, la définition, ça peut être ok, mais l'implication que ça va avoir derrière. La communication sociale. Voilà. Vraiment, cette communication sociale, elle a besoin d'être soutenue. Et donc oui, il y a certains enfants qui vont faire plus d'ortho que d'autres, mais ça, c'est super important. Ensuite, pour moi, autre pro hyper important, c'est de la guidance parentale. Donc psychologue notamment, en priorité. Ouais. Psychologue. Mais parce que normalement, le psychologue qui fait de la guidance parentale, il est aussi capable de vous orienter. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive fréquemment. Là, tu vois, cette semaine, j'ai eu des parents, à un moment, ça fait 3 fois que je les vois, et je leur dis, mais attendez, mais votre enfant, il y a pas eu de bilan psychomote? Non, non, tu sais, on attend le médecin pour voir pour s'il est TDAH ou pas, et du coup, on n'a pas fait d'autres bilans. Là, je vais dire, non, mais là, il faut faire un bilan psychomote, en fait. Il y avait trop d'informations au niveau des gestes. Tu sais, un enfant qui galère au niveau des gestes et tout. Du coup, j'ai dit, là, attends, en fait, c'est un niveau moteur, ça galère. En fait, le pauvre bichon, il faut qu'il soit vite bilanté, en fait, pour que du coup, il puisse vite être accompagné. Donc, normalement, le psychologue en guidance, il est aussi là pour vous dire, attendez, mais peut-être que plutôt que de venir toutes les semaines ou tous les 15 jours venir me voir, peut-être qu'il vaut mieux que vous veniez me voir tous les 2 mois, mais vous preniez un psychomote ou une éduque ou... Donc voilà, mais pour moi, ortho et psy, et après effectivement, suivant les profils, psychomote, éduque, ça dépend vraiment des profils. Oui, après, on voit avec les profils, mais là vraiment, ce que je voulais savoir, c'est vraiment tout profil confondu. Dès qu'il y a un TSA, un TDAH, on voit qui. En fait, je suis désolée, mais vous avez besoin de savoir que votre enfant, il a un traitement de l'information qui est particulier, et je vois trop de parents, parce que leur enfant autiste a du langage, être un peu en mode bah oui, mais il parle, il comprend.
Ouais. Bah ouais, mais il aura toujours son cerveau qui traite l'information de façon différente en fait. Et en fait, on ferait pas ça si c'était quelqu'un avec, enfin un enfant avec des lunettes, on lui dirait pas, en fait, tu les enlèves. Non, il va les avoir, il va tout le temps les avoir ces adaptations. Et ben c'est un peu pareil pour votre enfant autiste en fait. Il a besoin d'être entendu et reconnu dans son fonctionnement pour justement apprendre à quand est-ce que j'ai besoin d'adaptation, quand est-ce que je choisis d'utiliser des adaptations, quand est-ce que je choisis de ne pas les utiliser, voilà, Ouais. parce que j'ai pas Ouais. envie. Et parce que ce qu'on veut plus tard pour vos enfants, c'est que ce soit des adultes qui n'aillent pas à se cracher dans un burn-out autistique, en fait. Ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent à connaître leur fonctionnement pour justement, organiser tout pour que, ils aillent pas s'effondrer Ah dans oui. un burn-out, en fait. Bah, du coup, on va enchaîner sur le burn-out. Est-ce que c'est... Bah oui, tu en parles, c'est très important. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique le burn-out autistique? Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? En gros, on est sur un épuisement, mais c'est dur parce que, en fait, en tant que neurotypique, quand on lit ce que les neurotypiques écrivent sur le burn-out autistique, ça reflète pas tellement le vécu à l'interne. C'est-à-dire que vraiment, on est sur un vécu d'épuisement horrible qui est que, en fait, il n'y a pas la bande passante pour ne serait-ce que de se lever, en fait. C'est-à-dire que dans cette période de burn-out autistique, la personne autiste, elle est dans une grande fragilité, même pour faire des choses du quotidien, parce que tout va lui être coûteux, parce que il est la conséquence d'une surcompensation, d'une suradaptation. Mais quand on dit sur, on a l'impression que, en fait, c'est parce qu'on en a fait un peu trop. Non, là, il faut imaginer que vous avez votre ligne de base, que la personne, elle en fait au-dessus de la ligne de base, mais qu'en fait, à un moment donné, en parallèle du fait d'en faire en haut de la ligne de base, il y a une courbe de la fatigue qui descend en dessous de la ligne de base. C'est-à-dire que la personne, elle creuse. Elle est même pas sur la réserve. Elle a plus d'essence et elle pousse la voiture, quoi. C'est ça. Elle est derrière la voiture en train de la pousser, ouais. Et ouais, avant le burn-out, c'est ça. C'est-à-dire que la personne, elle a plus d'essence, mais elle continue de pousser sa voiture en mode non, mais c'est bon, je vais avancer, je vais avancer. Donc, quand il y a plus de force pour pousser la voiture, non seulement il faut reprendre des forces soi, mais il faut aussi reprendre des forces pour remettre de l'essence dans la voiture. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, en tant que parent, ça peut arriver très vite, le burn-out autistique chez vos enfants. Je suis désolée, je vais faire un peu la pessimiste, mais clairement, moi j'ai déjà vu des enfants complètement Lessivés. désengagés de tout, Ouais. après ado, quoi. C'est-à-dire à partir de 8-10 ans, quoi. On a des enfants qui commencent déjà à être complètement épuisés et qui du coup se désengagent. Et vous allez avoir des comportements débordants qui vont être de l'évitement, donc ils vont être rigides pour pas bouger. Ils vont plus vouloir partir de la maison, ils voudront plus aller à l'école, ils vont se désengager, même des activités qu'ils aimaient bien, ils vont se désengager, et vous allez avoir, comme vous allez insister, vous allez avoir en fait des meltdowns de dingue, c'est-à-dire des comportements débordants, agressivité, très très forts, mais parce qu'en fait, ils saturent, ils en peuvent plus en fait. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est bien d'aménager quand même d'ores et déjà. Qui veut aller loin aménage sa monture. On aménage les temps pour nos enfants. Certes, il faut qu'ils apprennent parce que nous, il y a une dizaine d'années, on nous disait avec un diagnostic précoce à 2 ans, on nous disait là, vous avez jusqu'à 6 ans, faut en mettre plein la tête, sinon après, ce sera trop tard. Non, vous avez le temps, ménager quand même parce que pensez au temps de pause. Il y a Zaza qui nous dit ma fille n'a jamais eu un suivi pour l'autisme. Tout est concentré sur son épilepsie. Que faire? Et c'est hyper intéressant, Zaza, parce que l'idée, ça serait de voir en termes de suivi par rapport à l'épilepsie, qu'est-ce qui est vraiment mis en place. Il faut savoir qu'il y a quand même, ça a été montré scientifiquement, qu'il y a des gènes communs entre l'épilepsie et l'autisme. D'accord ? Et ça veut dire qu'on va avoir un accompagnement qui va forcément être plus complexe parce que on va devoir tenir compte à la fois qu'on a un cerveau épileptique, qui veut dire qu'il va réagir d'une certaine manière à des stimulations et qu'il peut y avoir des décharges et donc ça va entraîner des crises d'épilepsie, et on va voir le fonctionnement autistique. Et donc c'est pas est-ce que c'est ça ou ça, c'est ça et ça, c'est les deux en fait. Et ça veut dire qu'on va avoir besoin de tenir compte des deux profils. Okay. Et en plus, ça dépend des épilepsies. Est-ce que c'est une épilepsie stabilisée? Est-ce que c'est des absences? Est-ce qu'elle fait des crises de grand mal? Enfin, en fait, on a besoin, parce que forcément, suivant les crises d'épilepsie, l'accompagnement sera aussi différent. C'est pas pareil avec un enfant qui s'effondre qu'avec un enfant juste qui fait une absence. C'est-à-dire qu'il est là et il arrête de parler, il mâchonne un peu,
mais il revient après. Ça n'a pas forcément les mêmes risques que si ton enfant il est en train de marcher et d'un coup, pof, il tombe, il se fracasse la tête. Donc souvent, les enfants épileptiques qui font ce type de crise où il y a beaucoup de convulsions et ils peuvent s'effondrer, ils vont avoir des casques parce qu'il faut protéger physiquement la tête, il faut pour éviter qu'ils se fassent mal, quoi. Donc, et forcément, il y a des choses qu'on va plus vite mettre en place sur l'épilepsie. Par contre, il est fort probable que si elle a les deux, eh ben, il est nécessaire de tenir compte de son bilan sensoriel parce que suivant ses hyper et ses hyposensibilités, tu peux avoir l'épilepsie qui peut être influencée. Ouais. Merci pour ta réponse, elle est super complète. On va parler du profil sensoriel après. Juste, attends, j'ai repéré une question intéressante. Voilà. Avec quel pro travailler les habiletés sociales? Qu'est-ce que Vous aimez bien les questions. On a dit qu'il fallait pas qu'elle se fasse bannir de son truc. Non, mais vas-y, ça va bien se passer. Ah, on va y arriver, on se prépare psychologiquement. En plus, je pense que toi et moi, on a les mêmes opinions sur ce genre de choses. Donc, déjà, avec quel pro ou comment? Alors, tiens, on va adoucir la question. Comment on peut travailler les habiletés sociales? Non, mais déjà, c'est quoi pour vous les habiletés sociales? Non, mais parce qu'en fait, on va parler de ça. C'est-à-dire que pour moi, les compétences sociales, c'est de développer l'affirmation de soi. Ça veut dire permettre à vos enfants, vos ados, d'arriver à dire les choses, d'être entendus dans leurs besoins, etc. Okay? De façon adaptée, c'est-à-dire sans être agressif envers l'autre, ni en minimisant ce qu'ils sont en train d'essayer de dire. Donc, si je suis, pour moi, dans les habiletés sociales, il y a vraiment ce socle d'affirmation de soi. Et bien évidemment, on va travailler la posture, le regard, la distance interpersonnelle, les règles dans la conversation, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'apprends à des ados à dire non à leurs parents. Mais oui, mais c'est bien ça, non? Moi, je rêve. J'ai travaillé dur pour que mon fils accepte de dire, enfin, pour que tout le monde accepte que mon fils dise non. C'est très bien ça. Pour moi, encore une fois, votre enfant va être plus longtemps adulte que enfant ou ado. C'est-à-dire que vous avez une toute petite période de 16-17 ans et après, il y a toute sa vie d'adulte. Ce que vous voulez dans sa vie d'adulte, c'est qu'il arrive à dire à d'autres adultes « je ne suis pas d'accord ». Exactement. S'il ne l'expérimente pas dans sa période de ces 17 ans-là où il est avec vous, s'il ne l'entraîne pas avec vous, il n'y arrivera jamais. Ça va lui demander un temps extrêmement important et ça va entraîner sûrement de l'épuisement et un burn-out autistique. Exactement. Alors que, et ben voilà, sauf que, ben là, désolé, mais moi j'ai cette vision-là et tous les professionnels sur les habiletés sociales n'ont pas cette vision-là. À l'heure actuelle, ce que je trouve, c'est que on peut avoir des accompagnements autour des habiletés sociales qui sont très validistes, très normatives et qui sont un peu en mode arrête de stimer. Regarde dans les yeux coûte que coûte, tiens-toi droit et c'est de telle manière, ne pose pas tel type de questions, et en gros, fais comme ça pour être soi-disant bien intégré. Mais pour moi, ça, c'est pas du tout OK. Parce qu'en gros, on est en train de leur dire, suradapte-toi, suradapte-toi, suradapte-toi. C'est pas possible. Et dépense ton énergie et va vers le burn-out. Bah ouais, enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, dans les habiletés sociales, c'est la même manière. Ça veut dire que pour moi, vous devez, en tant que parent, savoir qu'est-ce qui est travaillé, comment c'est travaillé, qu'est-ce que vous allez mettre en place à la maison. Non, parce que les groupes, là, où vous posez vos gosses et vous avez zéro info, c'est de la merde. Ouais. Désolée, je redis un gros mot. T'inquiète. Et du coup, qu'est-ce que tu penses même du principe de mettre plein de personnes qui ont des difficultés, de faire des groupes dits homogènes, avec plein de personnes qui ont des difficultés. Pas les groupes homogènes. Moi, je préfère faire des groupes hétérogènes. Bon, voilà, déjà. Mais bon, à part ça, c'est-à-dire que c'est plein de personnes qui ont des difficultés avec les habiletés sociales et on les fait travailler entre elles. Eh ben, en fait, déjà, vraiment, ça dépend comment tu les fais travailler. Et parce que tu es obligé d'adapter, en fait. C'est-à-dire que pour moi, tu vas pas faire travailler les habiletés sociales de la même manière quand tu es avec des lycéens de 17 ans qui sont en apprentissage et qui font des stages qu'avec un petit loulou qui a 3 ans, tu vois. Pour moi, tu fais pas travailler les mêmes choses et pas de la même manière. Donc, déjà, il y a des choses comme ça qui doivent être, voilà, il y a de la personnalisation de ouf. Et quand ils sont enfants, parce que moi, j'ai eu fait ça aussi, d'accord? Mais à coup pas, moi aussi j'ai fait des groupes très validistes. On apprend, mode, quand tu dis bonjour, tu dois dire bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Bidule, nanana. D'accord? Ouais, Après, on a un ado qui interpelle tout le monde dans la rue, c'est mon cas, c'est ce qu'ils ont fait. Il y en a un ado qui interpelle tout le monde dans la rue, on est dans la voiture, fenêtre baissée. Bonjour. Ouais. J'ai l'impression d'être dans la Belle et la Bête. Bonjour.
Et donc, en fait, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et c'est surtout que si je prends ça pour des tout petits, en fait, quand tu regardes des enfants sur la plage qui ne se connaissent pas, ils ne se demandent jamais comment ils s'appellent. Non, c'est vrai, hein. Ils disent même pas Les enfants, ils bonjour. jouent entre eux. C'est ça. C'est-à-dire que le code social pour rentrer en interaction avec des enfants, un enfant avec un enfant, c'est de jouer. Ça veut dire que dans le groupe d'habileté sociale, on doit passer plus de temps à lui apprendre à jouer, à créer de l'interaction, à apprendre des jeux de récré, plus que d'apprendre à dire bonjour, ta. Il va l'apprendre à l'adolescence. À l'adolescence, on travaillera ça. Mais attention, en fait. Et à quel contexte? Pourquoi faire? C'est-à-dire que pour moi, dans le groupe d'habileté sociale, et c'est pour ça que les habiletés sociales, elles peuvent se travailler en individuel. C'est pas obligé de les mettre en groupe, hein, d'accord? Encore une fois, ça va dépendre. Moi, j'aime bien le format groupe parce que je trouve que c'est cool, notamment pour travailler les jeux, en fait. C'est-à-dire Ouais. que les jeux de récré, typiquement, je trouve que c'est plus fun de les travailler en groupe. Bah oui. D'accord. Et mais par exemple, ce que je trouve hyper cool avec des ados, c'est que en fait ton groupe d'habileté sociale, il fait un peu groupe de parole et du coup il y a un côté où ah putain toi aussi tu galères parce que l'autre ah bah moi aussi ça m'est arrivé qu'ils m'ont dit que j'étais trop nulle, j'ai pas su répondre et toi t'as répondu quoi, enfin et du coup ça leur fait du bien parce qu'ils sont genre en mode ah putain toi tu comprends quoi. Oh, on est deux ados et on galère pareil quoi. Ouais. Il y a un côté comme ça qui est agréable. Ouais. Mais moi, j'ai jamais suivi, en tout cas sur mes dernières années de groupe, je suivais pas un truc en mode la première séance c'est ça, voilà. Oui, on allait parler des émotions, on allait parler des règles conversationnelles, etc. Mais il y a un moment donné, ouais, ben par exemple, on apprend à dire non, quoi. Et donc ça veut dire on apprend à dire non à papa et maman qui disent tu peux mettre le lave-vaisselle en route? Non. Voilà. Mais alors, ce qu'il y a de bien, moi, c'est ce que j'avais expliqué. Je me permets du coup de sortir un petit peu du cadre de l'interview. Ce que j'avais expliqué, parce que nous, on a suivi tout de suite l'approche ABA, c'était ce qui était recommandé immédiatement. Et je parle de l'ABA d'il y a 10 ans. Donc, moi, comme j'avais un comportement, comme tu dis, débordant de mon fils, qui était de frapper quand il n'était pas d'accord, et que moi, j'ai mis une éternité à savoir dire non. C'est-à-dire qu'à 40 piges, je suis allée voir un psychologue. J'ai a priori, je sais pas dire non, parce que quand je dis non, on m'entend pas. Donc, je voulais absolument que mon fils, tout à fait l'analyse que tu as faite, sache dire non tout de suite. Donc, à 2 ans et demi, 3 ans, je lui ai dit, tu vas dire non. Et les professionnels n'étaient pas très d'accord parce que ça les mettait en difficulté. Je dis, c'est pas grave, j'ai fait l'expérimentation. Donc, si ça peut vous rassurer, parents, mon enfant de 3 ans a su dire non rapidement. Et moi, en réponse, quand je voulais lui faire un exercice, je lui disais, j'ai compris. Et vous, quand vous avez un enfant qui vous dit non, quelque part, c'est que vous entendez qu'il n'est pas capable de faire le niveau d'exigence que vous attendez de lui. Donc éventuellement, vous baissez votre niveau d'exigence. Et je dis, bah, j'ai compris que tu veux pas. On fait juste ça. Et après, tout de suite, tu auras ta pause. Il y a besoin d'être rassuré, tout ça. Donc n'ayez pas peur du non. C'est très important que ce soit l'enfant. Je trouve que c'est important que même avant l'adolescence, l'enfant sache dire non. C'est très, Ah, très mais important. tellement, mais bien sûr, il faut absolument. En fait, c'est vraiment quand je faisais des formations en médico-social, je disais souvent ça aux éducs. En fait, ils vont être plus longtemps aux éducs d'IME, je leur disais, mais ils sont plus longtemps adultes que ce que vous allez les avoir là. Bah Donc, oui, faut leur apprendre des compétences qui leur serviront plus tard. Ouais, c'est mais ça. bah ouais, bah savoir dire non. Ouais, non, mais du coup, Myriam, tu te rends compte, ça veut dire qu'il veut pas faire l'activité. Ben ouais, en fait, il y a un Et il moment a le droit. donné, toi aussi, t'as pas tout le temps envie de faire tes activités. Et ben c'est pareil en fait. Ou tu vois, hier j'ai eu une maman qui C'est m'expliquait ça. que son fils il passait beaucoup de temps à écouter de la musique et que du Ouais. coup il passait son temps avec son casque à écouter de la musique. Et elle me dit ouais mais tu vois il est tout le temps avec sa musique, avec sa musique, avec sa musique. Et donc je la regardais et je lui dis ben oui et elle me dit non mais c'est quand même tu vois il est tout le temps avec. D'accord, mais c'est atypique, c'est pas problématique en fait. C'est-à-dire que Bah, c'est ça. c'est atypique d'écouter tout le temps de la musique, mais en quoi c'est problématique? Bah oui, mais parce que du coup il est coupé. Bah ouais, mais en quoi c'est problématique? Il est Enfin, coupé de vraiment. quoi? Bah, il est En coupé fait. de quoi en plus? C'est-à-dire que Et c'est pas vraiment, tu grave. vois. Ouais. Et ben c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'entends encore une fois qu'il y a des comportements atypiques qui, dans les normes et les codes sociaux, c'est genre c'est bizarre et c'est pas normal. Ben ouais, mais normal, c'est la norme. Et la norme, elle est définie juste par une petite minorité, c'est-à-dire des hommes blancs, cis, hétéros, et C'est c'est ça. une toute petite minorité qui régit tout le monde. Non, mais à un moment donné, ça suffit, en fait. Hein. Ça correspond pas aux besoins de tous, quoi. Donc, Bah c'est oui. important de voir plutôt ce dont vos enfants ont besoin. Et clairement, pour moi, l'affirmation de soi, c'est quelque chose de très important à travailler. Ouais. Et en plus, ça permet de savoir un peu quels sont ses goûts, comment, Ouais. en termes d'activité, qu'est-ce que, et de se mettre
de faire du pairing, parce que quand vous explorez ses goûts avec à force de non ou de oui, eh bien à un moment vous allez pouvoir vous joindre à lui. Ce qui me permet de glisser un petit peu sur l'écolalie. Quel est le rapport? J'explique. Selon toi, alors la question c'est ça, hein, clairement, selon toi, est-ce qu'il faut empêcher les écolalies ou non? Et le rapport, c'est que moi j'aurais tendance à faire, après en même temps c'est pas compliqué, hein, vu le profil de la personne, à rentrer dans les écolalies de mon fils, notamment pour l'aider à mieux prononcer les mots. Pour moi c'est une opportunité d'élocution, de travail d'élocution. Et puis quand c'est des écolalies sans mots, c'est une forme de pairing. Parce qu'il me regarde en me disant «Oh, toi aussi?» «Bah oui, moi aussi, et toi alors?» Et on rigole et on se tape des barres. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que je fais pas un trop gros renforcement ou parce qu'en plus, moi, j'observe que du coup, l'écolalie, elle a tendance à s'arrêter rapidement. En fait, donc l'écolalie, c'est le fait de répéter. Attention, ça peut être un son, ça peut être des phrases, ça peut être de la musique, ça peut être des mots. Il peut y avoir des écolalies qu'on dit immédiates, c'est-à-dire en gros, j'entends un son et je le répète, mais on peut aussi avoir des écolalies différées, c'est-à-dire l'enfant, l'ado ou même l'adulte a chopé un mot, une phrase ou voilà, et va le rechanter, voilà. Et là, vous vous dire, mais finalement, on fait peut-être un peu d'écolalie quand on rechante des chansons dans notre tête ou comme ça, parce qu'on les a entendues le matin à la radio. Ouais. C'est une forme d'écolalie, effectivement, Ouais. d'accord. Donc, c'est-à-dire que les écolalies, dans le développement classique et dans on va dire, le côté neurotypique, elles existent, d'accord. Dans l'apparition du langage, elles y sont. L'enfant, il l'apprend par écolalie. Oui. Okay, et c'est parce que justement, on va répéter et soutenir ces écolalies que du coup, on va avoir le langage qui se développe. Donc, ça veut dire qu'avec un enfant autiste qui a de l'écolalie, c'est un bon moyen pour justement développer du langage fonctionnel. Oui. Parce que apprendre à parler pour parler, ça n'a pas de sens. Apprendre à parler pour communiquer, ça c'est cool. Okay, et ça veut dire aussi qu'il y a besoin d'observer quand est-ce que ces écolalies, notamment les écolalies différées, elles arrivent. Oui. Elles ont quoi comme fonction, ces écolalies? Alors, différé, parce que on explique. Elles peuvent avoir une fonction de régulation, mais Ouais. des fois, elles ont une fonction de communication. Ouais. Et alors, attendez. Différé par rapport à immédiate, concrètement, comment ça se passe? Par exemple, immédiate, c'est je te dis une phrase, j'en sais rien, je vais te dire tu veux le chocolat, et l'enfant va répéter chocolat, ou il va dire tu veux le chocolat. Immédiate. Ça, c'est écolalie immédiate. C'est-à-dire, voilà. L'écolalie différée, c'est à un autre moment et il va dire tu veux le chocolat? Un truc, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous êtes dans le bus en train de rentrer. Avec tu vois, ouais. des haricots verts et il te dit tu veux manger du chocolat? Voilà. Ou t'es dans la voiture et il va dire tu veux manger du chocolat? Ouais. Voilà. J'avais une jeune fille comme ça au foyer où j'ai travaillé, elle disait beaucoup les poussins c'est jaune, les ballons ça fait pof. Arrête, je vais la voir la colalie maintenant. Et tu vois, quand elle faisait ça, à force d'observation et d'analyse fonctionnelle, on avait observé que c'était le premier signe que c'était en train de monter la cocotte minute. Oh, génial. Quand elle commençait à dire ça, c'est que en fait elle commençait à être pas très bien et que si on ne faisait pas quelque chose et que si on ne travaillait pas le fait que à partir du moment où elle disait ça, on lui propose pas des outils de régulation, ça allait finir par complètement déborder avec une jeune fille qui soit s'en prenait à elle-même, mais de façon très forte, donc à se faire des œils au beurre noir par exemple, soit à fracasser le matériel, soit à faire mal à quelqu'un qui est à côté d'elle. Donc, d'où l'importance de voir à quoi elle sert l'écolalie, parce que des fois, l'écolalie, elle a pour fonction de communication. Et cette jeune fille, elle disait souvent, pour poser des questions, pour demander quelque chose, elle posait des questions. Donc, à chaque fois qu'elle disait, tu veux de l'eau? En fait, ça voulait dire qu'elle avait soif et qu'elle voulait de l'eau. Elle disait jamais je, parce qu'elle avait appris en écoutant et en répétant les phrases des gens. Donc, vraiment une écolalie, voilà. Et ce que tu décris avec ton fils, ça me fait penser à, je sais pas si vous connaissez la petite vidéo, Mon petit frère de la lune. On voit, c'est Noé, il fait beaucoup et c'est sa grande sœur, elle décide de faire comme lui et du coup, il la suit partout et du coup, voilà, elle crée du lien avec son petit frère. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que oui, à des moments donnés, jouer avec l'écolalie, s'amuser autour de l'écolalie, c'est aussi un bon moyen pour faire du pairing, en fait. Parce que vous devenez fun, en fait, vous devenez intéressant. Et c'est plus facile de dire, en fait, de travailler par contexte l'écolalie, que de dire il faut plus jamais qu'il y en ait. C'est comme le fait de stimer, je fais comme ça, mais parce que souvent on dit ouais, mais ça c'est trop visible de faire du flapping. De flapper, ouais. Et donc si l'enfant il flappe, il faut pas qu'il flappe et tout. En fait,
Ça va dépendre des contextes. Et puis en plus, le flapping, il peut te faire différemment. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut voir aussi comment on peut travailler ce flapping pour que l'enfant il flappe, mais que ça passe en fait comme un comportement de quelqu'un qui est en train de s'éventer, tu vois. C'est-à-dire que quand on fait ça, ça peut paraître voilà, mais si je fais ça, finalement, c'est peut-être pas si voilà. Enfin, en fait, vraiment l'idée c'est de se dire ça sert à quelque chose. Donc si je veux l'enlever, ça veut dire que c'est problématique, et si c'est problématique, ça veut dire que ça met en danger la personne. Bah oui. Si ça ne met pas en danger, il faut voir si ça a un impact dans l'investissement des activités. C'est-à-dire, par exemple, je me souviens de moi d'un petit garçon qui faisait beaucoup ça, mais qui du coup, même pour manger, prenait sa fourchette et tout, et il mangeait pas, il faisait ça en fait. Donc là, tu vois, il y a un moment donné, le fait de faire ça, bon, avec un stylo, c'est possible, avec un jouet, c'est possible, mais quand t'es en train de manger, en fait, là il faut que t'apprennes à manger et pas dévier tes outils, tu vois. Mais ça le mettait pas en danger dans le sens voilà, mais par contre pour sa qualité de vue plus tard, au repas on a besoin de travailler ce steaming là parce qu'il est pas adapté. Mais du coup ça veut dire que c'est une question de contexte, c'est pas une question de comportement. C'est dans un certain contexte, l'écolalie elle peut être pas adaptée. Dans d'autres contextes, c'est bon. Voilà. Oui, parce que par exemple une écolalie ça peut être une insulte. Parce qu'il y a eu des parents qui m'ont dit, il dit beaucoup d'insultes, donc c'est une écolalie. Parce que peut-être, pourquoi il a pris cette écolalie, cet enfant, on ne sait pas. Peut-être que la prononciation c'est rigolo, parce que au moment où il l'a entendu, c'est un événement qui l'a marqué, plutôt fun ou pas fun du tout, au contraire. Bref, donc il a cette écolalie. Si une écolalie est une insulte, quoi qu'il arrive, quel que soit le contexte, effectivement, c'est pas adapté. Donc on va essayer de détourner et de réorienter. C'est ce que tu nous dis. Un petit peu. C'est-à-dire que par exemple l'insulte. Moi avec mon grand avec des troubles du langage oral, il y a un moment donné en plus vous avez compris, je dis plein de gros mots, donc je peux pas dire à mes enfants dis pas de gros mots parce que j'en dis, donc voilà, et je parle comme là je parle, mais je parle pareil avec mes gosses donc ça me dérange pas de dire couille, flutin et Ok. Super. Quand je dis à mes gosses des fois je suis chiante, ils me disent oui c'est vrai, des fois t'es chiante, c'est décomplexé, c'est très bien. Ok, donc je suis cohérent, je peux pas leur dire ne fais pas ce que moi je fais, donc je vais être un minimum cohérente. Par contre, quand ils étaient petits, on a eu la grosse période du pipi caca, tout ça là, comme à chaque fois, ça les fait beaucoup marrer, etc. Et j'avais trouvé une chanson qui s'appelle Caca Boudin. Et du coup, on chantait Caca Boudin, tu vois. Et c'était une super chanson, et ils étaient trop contents. Et là, la dernière fois, mon mari a fait écouter Dizzy la peste, je pète les plombs à mes enfants, donc une musique où il y a beaucoup de gros mots. Et ma fille m'a dit, mais je l'adore, parce que comme ça, et je dis oui, en fait, t'adores dire des gros mots. Elle m'a dit, mais oui, maman, j'adore écouter la c'est l'espace pour le dire. Voilà. Mais donc en gros, tu proposes pour les enfants qui sont déjà avec des écolalies de gros mots, de créer le contexte où ils peuvent se décharger, et donc comment dire. Ça sera plus facile après pour dire là c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Ça sera plus facile de dire ton flutin, tu peux pas le dire quand on fait la queue à la boulangerie par exemple. Ça va être moins adapté. Le patin, c'est pas possible parce que encore une fois, quand ils ont 2-3 ans, c'est mignon, mais quand après ils en ont 15, bizarrement, les gens regardent beaucoup plus différemment. Exactement. Donc, on a besoin de se dire que flutin, je peux pas le faire pendant la queue 2, mais par contre pendant la voiture, à la limite, je mets une musique et il y en a, et là c'est bon, voilà quoi. Ouais. Voilà. Alors, on nous pose une question. Ma fille a besoin d'un fond sonore H24. Est-ce que c'est une bonne chose de laisser faire? Et en fait, la musique, elle peut être intéressante et le fond sonore, il peut être intéressant. Après, il y a besoin de voir à quoi ça lui sert. Est-ce que H24, ça veut dire que ça a toujours la même fonction? Est-ce que des fois, c'est parce que justement, c'est un moyen de réguler? Est-ce que parfois, c'est un moyen d'éviter une certaine stimulation? Est-ce que parfois c'est parce que en fait par habitude, et du coup c'est juste un rituel, et ce rituel fait du bien, et du coup c'est plus pour maintenir le rituel que du coup il s'est fait. En fait vraiment il y a besoin, c'est-à-dire que c'est dans les lives, je trouve que ce qui est difficile c'est que oui, on peut donner quelques tips, mais en même temps, on voit vite combien, à un moment donné, il y aura besoin de mener l'enquête, parce que sur des comportements débordants, en fait, ça peut avoir tellement de fonctions et ça peut servir à tellement de choses qu'on peut pas se dire forcément Myriam elle a dit dans un live que c'était pour communiquer, donc si je lui apprends à communiquer d'une autre manière, il va arrêter. Ouais, non, mais peut-être que c'est du sensoriel, peut-être que c'est de l'occupation. Enfin, en fait, il y a vraiment besoin de mener l'enquête, quoi. Donc,
En gros, moralité, quoi qu'il arrive, quel que soit le comportement ou quelle que soit l'écolalie, il y a une fonction derrière. Le but du jeu, c'est de mener l'enquête pour bien comprendre et donner une C'est réponse ça. adaptée. Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on va dire à chaque fois, c'est ce qu'on va répondre à chaque fois. On nous demande aussi, est-ce qu'il y a un lien entre l'énurésie nocturne et l'énurésie tout court, j'ai envie de dire même, et le TSA? Alors c'est pas systématique, mais oui, on peut avoir des difficultés chez certains enfants autistes, notamment parce qu'il y a un aspect sensoriel qui rentre en compte, Mhm. et aussi parce qu'il y a une question d'apprentissage. C'est-à-dire que euh, la continence, c'est un apprentissage et c'est aussi une maturation neurologique. Donc parfois, il y a des enfants autistes qui vont mettre plus de temps à acquérir une continence juste parce que neurologiquement, leur cerveau, ils sont pas encore prêts en fait. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas, mais c'est parce qu'ils sont pas prêts neurologiquement. Donc pour essayer plein de protocoles, ça marchera pas. À d'autres, pour qui, ou le fait de mettre en place un petit apprentissage protocolé, type comme on fait en ABA par exemple, et Oui. ben ça va soutenir l'acquisition et ça va leur permettre d'y aller en fait. Et du coup, bah, on va glisser, hein, forcément, puisque tu parles de maturation neurologique, on a un peu survolé le sujet déjà jusque-là, mais le profil sensoriel, est-ce que c'est pas un indispensable, par exemple, dans la Alors, boîte à outils des parents? c'est un indispensable. Et en plus, il faut garder en tête que si vous l'avez fait, il y aura sûrement besoin de le refaire. Parce que ce qu'on sait sur le sensoriel, c'est que le bilan, il évolue. C'est-à-dire que le profil, il change. Avec l'enfant, il grandit il est probable que quand il était petit, il y a certains bruits qu'il ne supportait pas et que en grandissant, il va les supporter. Puis il peut y avoir de nouveau des périodes de sa vie où il va pas les supporter. Et du coup, l'idée, c'est de garder en tête que le sensoriel, ça bouge. Il faut savoir que dans les profils sensoriels, donc dans les bilans sensoriels, à l'heure actuelle, le bilan, on va dire, étalonné, donc standardisé, c'est le profil de Dune. On est sur la deuxième version, qui est du coup un profil où vous, parents, vous êtes questionnés, ou vous, personnes autistes, vous êtes directement questionnés. Et moi, je connais donc du coup des collègues ergo qui ont travaillé sur le sens au dire. Et elles en ont fait une version enfant et une version adulte. C'est une version avec des pictogrammes pour permettre à la personne autiste de directement dire ce qu'elle aime pas dans son profil sensoriel. Donc du coup, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont pouvoir effectivement pouvoir avoir accès au sensodire qui est plus adapté au profil autiste parce que le dune il n'est pas spécifique autisme en fait. Le dune Ouais. on peut l'utiliser pour un enfant par exemple trisomique ou épileptique ou grand préma. Il faut savoir que les particularités sensorielles elles sont aussi comment impactées quand il y a une grande prématurité. Oui. Ok. Donc le profil sensoriel est un indispensable, le profil de Dunn. Qui le fait, le profil sensoriel? Alors généralement le profil sensoriel c'est plutôt les psychomotes ou les ergothérapeutes. Oui. Je dis plutôt et généralement parce qu'il y a aussi des psys qui se forment et qui peuvent faire passer, comme j'ai déjà vu aussi des éducs faire les formations. Et c'est-à-dire que ce sont des tests qui sont pas réservés en termes de diplôme. Autant le WISC, par exemple, il y a que les psychologues ou les neuropsychologues qui peuvent le faire passer. Mm. Autant il y a des ou le test sur la dyslexie, il y a que les orthos qui peuvent le faire passer. Mais Oui. il y a des tests comme ça qui sont pas spécifiques en termes de diplôme et du coup qu'il faut juste faire des formations pour apprendre à les utiliser. Et toi, du coup, tu le fais ou pas? Tu le fais faire, le test? Pas pour l'instant, c'est en réflexion. Ah, encore une autre corde à ton arc. Ouais, c'est en fait globalement c'est le fait de travailler en visio. En fait, moi ce que je trouve c'est que je suis un peu le tu sais la bouée de sauvetage des parents qui savent pas plus trop vers qui se tourner, etc. Et j'ai quand même beaucoup de parents qui en gros il y a pas de bilan qui a été fait, il y a pas Ouais. voilà. Et du coup je me questionne quand même pas mal de me dire ok est-ce que je proposerais pas un service où en fait ouais ok vas-y je fais un comme une photographie à l'heure actuelle avec je te dis vers qui tu devrais aller et je te fais par exemple une Vineland ou un profil de dune. Comme ça, tu as déjà des éléments avec des trucs à travailler. Parce que concrètement, voilà. Ouais, bah, Vous il faut bossez hein, commencer. dans la C'est guidance ça. parentale en tant que parent, vous avez du boulot. Hein. Alors là, t'as intéressé tout le monde. Je voulais y venir parce que pendant toute l'heure et demie qui a défilé, il y a eu plein de ah, je veux une Myriam. Où est-ce qu'on peut trouver une Myriam? Je veux une Myriam. Est-ce qu'on peut travailler avec Myriam? Est-ce qu'il y a la même chose dans les autres régions, etc. Moi, je sais que tu travailles en visio. Ouais. Est-ce que tu travailles, voilà, tu travailles en visio avec n'importe quel, dans quel Oui, contexte? alors globalement, à l'heure actuelle, en termes de suivi, j'ai plus de place pour des nouveaux pour l'instant, comme beaucoup de pros, voilà, hein, désolé.
Mais du coup, ce que je propose, c'est, faut savoir que une fois par mois, je propose un temps d'échange entre parents sur un thème donné. Donc la prochaine date, c'est le 30 avril et on parle du diagnostic, je crois, un truc comme ça. Ouais, Groupe de parole, gratuit, vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de problème. ouais. Voilà, comme ça on échange et entre parents, vous vous donnez des tips, etc. Et donc ça, il y en a une date sur avril, il y en a une date sur mai, une date sur juin. Voilà. Tu vas l'indiquer sur tes réseaux? Ouais. Et les inscriptions sont déjà possibles. On peut déjà s'inscrire. Ça s'appelle Groupo pour groupe. D'accord. Et du coup, Voilà. sur plus l'autre Ouais, réseau et ici TikTok? ou les autres, peu importe. Super. Voilà, vous allez pouvoir les trouver. Et par exemple, après, donc comme j'ai pas beaucoup de possibilités de nouveaux suivis en individuel, j'ai décidé de proposer un peu des conférences pour faire un peu de psychoéducation avec un petit prix pour que les parents, ça soit plus accessible pour vous. Et donc là, la première qui va être faite, elle est début mai. C'est sur la gestion des écrans. Ça s'appelle écran et neuroatypie. Parce que j'en ai un peu marre de ça aussi. Bon, alors, si vous avez compris, hein, si vous voulez connaître un peu l'actualité de Myriam, si vous voulez suivre un petit peu Voilà. ses tips, parce que je pense que voilà, dans ces vidéos, elles sont très très pertinentes. Bah, vous savez quoi faire, hein. Vous allez vous abonner, comme ça vous Donc, aurez il dit, tout. tu vas ressortir des livres. Oui, normalement, et un sur l'autisme, si tout va bien. Ouais, justement, j'allais te parler. Alors, tu as sorti un livre déjà. C'était Ouais. il y a un Mais an et en demi. fait, j'ai sorti plusieurs livres. J'en ai 4 maintenant. Donc, Waouh, ouais. génial. J'ai coécrit un livre avec une ergo et une ortho sur les 100 idées pour accompagner les jeunes neuroatypiques face au harcèlement scolaire. Voilà. J'en Ça, c'est ai, très important. ouais, très. Et parce que c'est une réalité, ils sont plus sujets à, ils sont plus Bah à oui. risque. Donc voilà. J'ai écrit un livre sur l'autisme chez l'enfant, mais en mode on va essayer de faire en sorte que le spectre soit le plus largement représenté. Donc j'ai pris 4 profils d'enfants différents, de différents âges, pour montrer que l'autisme est très large et garçon-fille pour que faire en sorte que voilà. Ouais. J'en ai écrit un qui s'appelle L'enfant TDAH, les 10 clés. C'est un tout petit livre aux éditions Hatier sur voilà 10 clés pour faire en sorte que vous puissiez un peu moins galérer avec vos gosses qui ont un TDAH. Et j'en ai écrit un sur le haut potentiel intellectuel chez l'enfant. Et celui-là, en fait, c'est surtout pour dire que le haut potentiel, c'est un peu le truc qu'on voit où en France, on nous dit « Ah, votre enfant est en difficulté, c'est parce qu'il a un HPI. » Et en fait, le bouquin, j'arrête pas de dire « En fait, faut aller voir en dessous parce qu'en dessous, souvent, il y a un TSA, souvent en dessous, Ouais. il y a un TDAH. » Parce que quand j'ai écrit mon livre sur l'autisme, j'étais hallucinée de voir comment, quand tu mets des signes de l'autisme sur Google, en fait, la première hypothèse que tu tombes sur le fait que ton enfant, il soit HPI ou hypersensible. Ah ouais. Et la D'accord. seule Ok. fois où Google m'a dit et m'a parlé de l'autisme, c'est quand j'ai dit mon enfant ne parle pas et tourne sur Ah lui-même. oui. Ah Voilà. oui, d'accord. Mais dès Super. que j'ai dit mon enfant a des problèmes sociaux, au niveau des interactions sociales, paf, il me sort le HPI. Mon enfant parle de dinosaures tout le temps, tac, il me sort le HPI. Et du coup, en fait, c'était horrible de faire ce constat, de me dire putain, mais en fait, c'est aussi pour ça qu'on est tellement en retard, c'est que C'est en ça. gros, il y a une espèce de truc là, de chape où on n'arrive pas à faire en sorte que l'autisme il soit entendu, reconnu, parce qu'il y a trop de préjugés, il y a trop de stéréotypes. Et du coup, bah, j'ai fait le livre sur le HPI pour ça, en me disant, Ouais. en fait, je veux un livre qui dit aux parents que désolé, mais le HPI c'est pas l'excuse. C'est Et ça, faut aller plus loin. exactement. C'est un signe. Le HPI est un Ouais, c'est signe ça. de quelque chose d'autre. Ouais, Tirez non, la en corde fait, jusqu'au bout, c'est ce que en je dis fait, moi. le HPI, si vous galérez avec votre enfant qui est HPI, c'est qu'il y a autre chose. Il faut aller chercher autre chose. Exactement, on est d'accord. Voilà. Et où est-ce qu'on peut les trouver, tes livres? Sur Et Amazon? ben sur les plateformes Amazon, enfin bref, Fnac, tout ça, vous allez trouver. Ou chez votre libraire du coin, voilà, vous lui demandez de commander, il les aura. Eh ben voilà, super. Myriam, merci beaucoup. Est-ce que ça t'a plu? Merci. Mais écoute, oui, ça va, on Franchement, a à peu près, on est allé au bout de ce live et on n'a pas explosé en vol. Je sens la descente quand même, hein. Là, oui. je la... Ouais, je vais être KO technique, c'est-à-dire que voilà, j'avais pas prévu de faire la sieste après-midi, mais ça va le faire. Finalement, on va peut-être faire une petite sieste. On sait jamais. On va éviter les surcharges du soir. C'est ça. Bon, bah, c'était super. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Moi, je Eh suis ben, très avec contente plaisir. d'avoir pu, tu vois, te présenter aussi aux gens qui ont tendance à venir sur mes lives. N'hésitez pas à aller vous abonner à Myriam. C'est une personne vraiment en or. J'aime beaucoup sa vision. Vous le savez, on partage à peu près. Alors, sachez que c'est Myriam qui m'a appris qu'on ne diagnostique pas un HPI.
D'accord? Elle est venue m'expliquer ça en privé. Je me rappelle de toi me mettant en mode non mais HPI quand même, il y a des problèmes sociaux et tout. Et je t'ai dit non, C'est pas ça! C'est vraiment, tel... je suis désolée, mais non. Voilà. Et à un moment, je suis allée la voir en privé en disant, mais je comprends pas. Et elle m'a tout expliqué en privé. J'ai appris grâce à elle. Merci TikTok. Merci Myriam. Du coup, une rencontre fabuleuse. J'ai hâte de te retrouver aussi dans de prochains lives. Ouais, Et pourquoi pas aussi ensemble de temps en temps, avec grand carrément, avec plaisir. plaisir. Merci beaucoup. Je te libère. Ouais, bah merci à vous et puis ben bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Salut. Salut. C'était fabuleux ce live. Moi, j'ai kiffé ce live. C'était un live génial. Je vais être rincée. Mais c'est un live génial. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était incroyable, hein. Bien sûr, il y aura une rediff. Ok. C'est un live incroyable. C'était super. Mais merci à vous d'avoir donné voilà de la force à ce live, de vous être prêté à ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner à Myriam. Vraiment, elle est géniale. Si jamais vous n'avez pas pensé à cliquer sur son profil pendant le live, vous allez voir ma dernière vidéo et vous pouvez, je l'ai taguée sur ma dernière vidéo, donc vous pourrez aller la retrouver sur ma dernière vidéo. N'hésitez pas à y aller. Moi, j'ai trouvé ça génial. Entre hier et aujourd'hui, on a fait des lives fabuleux, les amis. Je suis refaite. Et voilà, déconstruire les préjugés avec des accompagnements. Maintenant, vous avez votre kit, vous savez vers qui aller, vous savez comment faire. Vous savez pas que ça allait être super. Tes connaissances, eh ben, tu savais que ça allait être super. Eh ben, écoute, étoile filante, merci beaucoup. Les amis, je vais devoir vous laisser. Je pense que je... Mais si tu vas apprendre ça va aller. Tu vas le regarder en boucle, Lily. Bon, il faut que je me dépêche de faire tout ça, hein, de remettre tous nos lives, interview live là, les rediffs, il faut que je les mette vite sur YouTube. Je sais que vous les attendez, donc je vais les remettre très rapidement. Bonne journée, bon week-end, comme d'habitude. Alors, la prochaine interview live, elle sera pas la semaine prochaine. Il faut que je me réorganise. Je sais plus quelle date j'avais dit, mais en mai. Je crois que c'est le deuxième week-end de mai, quelque chose comme ça. Je vous redirai. Alors, ce sera avec une neuropsychologue. Et n'hésitez pas à me dire, à commenter dans mes vidéos, parce que je réponds pas en privé, donc n'hésitez pas à commenter dans mes vidéos ce que vous souhaitez voir, les questions qui émergent comme ça. Dès que vous les avez, vous prenez la première vidéo qui passe sur mon compte et vous m'écrivez le commentaire et j'essaierai d'y répondre. Merci, bon week-end et à très très bientôt. Profitez bien du week-end.